Allez, bonsoir à toutes et tous. Salut Ticlem, salut Kyle, salut Julo, salut Sergio, salut O, salut Arch, salut tous les autres que je ne peux pas citer parce que vous êtes très nombreux ce soir. Bienvenue aux Nouvelles Têtes. Salut à toutes celles et ceux qu'on connaît bien, qu'on a plaisir à retrouver pour 2 bonnes heures de stream ensemble. Ce sera jusque 20h. 2 heures pendant lesquelles vous posez vos questions directement dans le chat et moi je les passe aux invités. Vous avez le droit de grogner, d'interpeller, de chafouiner. C'est votre espace et ce stream, on le fait ensemble au programme de ces 2 heures. Le premier tour des élections législatives, le 30 juin prochain, avec des candidats déjà en campagne, des alliances qui se font, qui se défont, qui se consolident, qui se conditionnent. Avec ce matin sur France Info, Gabriel Attal en campagne pour les législatives, avec toujours cette volonté de mettre en garde contre les extrêmes, entre guillemets, dit-il. Selon lui, l'extrême droite comme l'extrême gauche nous promettent dans leur programme un matraquage fiscal à tous les étages. Gabriel Attal qui promet par ailleurs d'inscrire dans la prochaine loi de finances la décision de ne pas augmenter les impôts. À gauche, Olivier Faure défend l'idée d'un vote des députés qui seront élus pour désigner un potentiel Premier ministre. Un sujet de désaccord entre le PS et les Insoumis qui veulent que ce soit le groupe parlementaire le plus important qui propose un nom pour Matignon. Et à l'extrême droite, Jordan Bardella, qui n'envisage pas de devenir Premier ministre, qui envisage de devenir Premier ministre à la seule condition que le RN, le Rassemblement National, obtienne la majorité absolue. On va parler de tout ça ce soir avec toutes vos questions, peut-être un petit peu les miennes, avec 5 jeunes engagés, des militants, des jeunes responsables politiques, peut-être des futurs responsables politiques de premier plan. On va parler de pouvoir d'achat, de retraite, d'environnement, d'écologie, d'agriculture et de tous les autres sujets que vous aurez envie d'aborder avec nous. Donc pour un stream un peu spécial de 2 heures. Alors 2 heures, ça peut être un peu long. On va peut-être faire une pause donc à 19h05 pour boire un coup, ça allait se laver les mains par exemple, tout ce genre de choses. Et on reprendra à 19h05 pour 1 heure de débat. Tout ceci devant nous mener jusque 20h. Pour l'heure et pour l'instant, il est à peu près à 19h à Beyrouth. Il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo. Il est 16h en temps universel. Il est exactement 18h05 passé de 29 secondes à Paris. Il est l'heure que vous voulez sur Twitch. Et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Louis Larédon. Bonsoir. Louis, vous êtes porte-parole et secrétaire national des Jeunes Socialistes. Tout à fait. Bienvenue. Merci. Bonsoir Octave Plessis-Robinson. Alors moi c'est juste Octave Plessis, mais bonsoir à vous. Pourquoi Robinson ? Eh ben je ne sais pas. D'où ça vient ? Bonne question. Salut Octave Plessis. Et bonjour. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes porte-parole des Jeunes Écologistes. C'est ça. Louison Bastien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes référent du Nord des Jeunes avec Macron. À vos côtés, bonsoir Zoé PB. Pébaille, mais Pébaille. bonsoir. Bonsoir Zoé. Vous êtes militante France Insoumise, candidate pour le nouveau Front Populaire dans la deuxième circonscription du Cantal. Et enfin, Pierre-Romain Thionnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur national des Jeunes du Rassemblement National. Alors d'habitude, quand on a à peu près la même tranche d'âge, on se tutoie un peu dans ce stream. Il me semble que comme les personnes que je reçois représentent d'autres gens, c'est bien de les vouvoyer par égard à ceux qui les représentent. Avec peut-être une première question pour se chauffer. Si vous deviez mettre une note là à votre parti pour qualifier votre entrée dans la campagne, vous mettrez quelle note et si elle n'était pas très bonne, comment on pourrait l'améliorer ? À vous l'honneur. Je crois que je vais mettre un 10 sur 10, mais pour une bonne raison. Et peut-être qu'on arrivera à trouver un accord sur ça, peut-être sauf avec le représentant de la majorité présidentielle évidemment. Mais si aujourd'hui on est en campagne législative, si aujourd'hui il y a la possibilité de tourner une page, celle du macronisme, d'avoir un nouveau gouvernement, c'est parce que Jordan Bardella et le Rassemblement National ont fait un très gros score aux élections européennes. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées depuis dimanche dernier, donc on a tendance à l'oublier, mais il y a eu les résultats de l'élection présidentielle de dimanche dernier, dimanche précédent, et où le Rassemblement National a fait 32% des voix et a relégué à plus ou moins la moitié de son score le représentant de la majorité présidentielle. Et donc c'est évidemment pour cela qu'il y a une dissolution, parce que la composition politique à l'Assemblée nationale ne reflétait plus l'opinion à l'instant T de l'opinion publique française. Donc voilà pourquoi je donnerais une telle note, non pas parce que j'appartiens à ce parti, même si ça a dû jouer dans ma note, bien sûr, mais parce que je crois que grâce au Rassemblement National, c'est grâce à lui qu'il y a pu avoir cette dissolution et le fait qu'il y ait une nouvelle page politique qui puisse s'ouvrir aujourd'hui. Merci Pierre-Romain. Louis Larédon peut-être. Alors dans le chat déjà, il y a quelqu'un qui nous interpelle sur le fait que effectivement la parité est vraiment pas respectée, et c'est tout à fait vrai. On a démarché beaucoup de gens, et voilà, les gens qui sont là sont ceux qui nous ont répondu. Bien sûr que les femmes sont les bienvenues sur ce plateau. En l'occurrence, il n'y a que Zoé qui a répondu présente. Louis Larédon.
Alors, pour revenir sur cette question de note, moi je mettrais un bon 19,36 au Parti socialiste pour cette entrée en campagne. Je pense que effectivement, on sort d'une séquence politique inédite avec ces élections européennes. Le président Emmanuel Macron, dans un désespoir démocratique le plus complet, reconvoque les élections législatives. Il est à ça de donner le pouvoir à l'extrême droite. C'est l'affaiblissement structurel de la majorité présidentielle. On voit bien d'ailleurs que partout dans les circonscriptions, leurs députés ont peur. Ils ont peur d'être balayés. Et moi, je pense que la gauche a su être à la hauteur de son histoire et a su, en recomposant ce nouveau Front populaire, donner un espoir au pays, un espoir qu'une majorité alternative est possible, que la seule alternative à ce libéralisme fou, à la réforme des retraites, à la loi sur l'immigration, c'est pas l'extrême droite nationaliste, xénophobe du repli sur soi, mais c'est bien une gauche humaniste, écologiste, sociale, qui va augmenter les salaires, faire la transition écologique et qui va réparer ce pays des 7 dernières années d'un gouvernement aveugle au cri de désespoir du pays. Donc moi je suis satisfait de cette début de campagne. Il nous reste 11 jours pour convaincre. Merci. Octave Plessis, qui n'est donc pas Plessis-Robinson. Alors moi je comprends pas la note que se donne le RN parce qu'il me semble que c'est plutôt un fiasco leur début de campagne. Je comprends pas très bien, il y a beaucoup de contradictions. Il y a Chenu qui dit sur TPMP qu'il y aura la suppression de la double nationalité puis finalement qui est démenti juste après. On parle d'abrogation de la réforme des retraites puis en fait ce sera septembre puis après ce sera peut-être plus tard mais on sait pas trop. On parle d'une mesure sociale sur la TVA qui sera peut-être plus tard mais en fait on sait pas trop. En fait tous les jours il y a des responsables du RN qui disent tout et leur contraire. On le voit, l'extrême droite au pouvoir qui essaye d'arriver au pouvoir sur un projet xénophobe, raciste, anti-immigration. Quand il est au pouvoir, que ce soit en Italie, mais on le voit aussi en Argentine, les plus précaires, les plus pauvres sont les premiers perdants de votre projet. Et vous êtes déjà, avant même d'espérer être au pouvoir, en train de faire du recul, en train de reculer sur des mesures dites sociales. En fait, votre projet, c'est du vide et vous ne vous projetez pas au pouvoir parce que vous vous dites que si vous êtes au pouvoir, vous allez finalement, toutes les mesures sociales que les Françaises et les Français attendent, ce ne sera pas pour tout de suite. Et donc non, votre début de campagne est plutôt un fiasco. Par contre, là où il y a un espoir, et je serai bref, parce que je pense que on a plusieurs camarades à partager cet espoir ici aujourd'hui, c'est ce nouveau Front populaire qui est inédit. Je pense que dans l'histoire de France, à chaque fois qu'il y a eu un risque fasciste et un risque de voir le Rassemblement national ou l'extrême droite arriver au pouvoir, eh bien l'ensemble de la gauche a su se rassembler et être à la hauteur de l'histoire. On a là une alliance qui regroupe aussi bien de Philippe Poutou du NPA jusqu'à François Hollande. On a bien sûr des divergences et une histoire qui fait qu'on a différents partis politiques, mais face au risque de l'extrême droite au pouvoir, on a su se rassembler. Il y a quelques instants, c'est la CGT, décision historique, qui a décidé de soutenir de manière très claire le nouveau Front populaire. Et donc il faudra dans les urnes voter pour le nouveau Front populaire, car c'est la seule alternative aujourd'hui à l'extrême droite au pouvoir. Merci Octave Plessis. On ne répond pas maintenant, j'imagine. Ah non, juste après. Louis Bastien. Sur pour les jeunes avec Macron. Cette campagne des européennes et la séquence politique qui s'est ouverte, je mettrais 6 ou 7 pour nous. Plutôt mitigé. Une campagne des européennes compliquée parce que les enjeux européens sont, je pense, très mal compris pour beaucoup. Et ça explique aussi le vote que j'appelle un vote colère, le vote du Rassemblement national sur des enjeux européens qui sont très très mal compris. On ne sait pas comment fonctionne l'Europe, quel est un bilan européen, c'est quoi le pacte vert, comment fonctionnent les institutions. Donc c'est extrêmement compliqué, mais une note mitigée parce que après cette dissolution qui suit un score historique du Rassemblement national. Le Rassemblement national, il faut rappeler, c'est pas un parti comme les autres. Il a des racines historiques qui font que nous devons lutter et ce gros score a amené une dissolution. Dimanche soir, qu'est-ce qu'il dit le président de la République ? Il appelle à une clarification. Et pourquoi une note mitigée et une note positive là-dessus ? La clarification, elle a eu lieu. D'un côté, le Rassemblement national, qui prenait 5-6 ans pour changer de position sur l'Europe, sur l'euro, là, prend 24 heures sur la double nationalité, Octave l'a dit. Et donc, ça démontre leur incapacité à gouverner. De l'autre côté, la gauche s'unit de François Hollande à Philippe Poutou, comme tu dis, moi je le souligne assez négativement. Ils n'ont rien en commun. Ce soir, moi je pense aux électeurs de Raphaël Glucksmann ou des écolos qui votent pour un candidat qui veut aider l'Ukraine, qui veut une écologie positive avec du nucléaire, qui veut avoir une construction européenne et qui s'allie avec des candidats du NPA, de la France Insoumise, qui sont ambigus sur beaucoup de sujets, notamment l'Europe. Et donc cette clarification, elle a eu lieu et je pense que c'est très positif. Zoé ? Oui. Pour répondre à la question initiale du coup qui était quand même la note sur la campagne, je reviendrai pas sur ce qu'ont dit mes camarades du nouveau Front populaire parce que je pense qu'on est tous d'accord sur les errances du macronisme et leurs responsabilités en fait dans la situation politique qu'on vit et dans la montée de l'extrême droite. Pour une note plus positive effectivement parce que nous on rentre en campagne justement avec cet espoir là, je mettrais un bon 10 sur 10 classiquement, pas forcément pour s'auto-féliciter en fait mais parce que c'est une note d'espoir que j'attribue sur
surtout en fait à tous les citoyens, aux habitants, parce qu'ils ont été des milliers à nous rejoindre. Rien qu'à la France Insoumise, c'est plus de 35 000 personnes qui se sont inscrites depuis le 9 juin au soir et plus de 15 000 personnes qui ont déjà rejoint nos groupes d'action locaux pour militer sur le terrain. Rien qu'à l'échelle de la France Insoumise et je pense qu'on est largement plus nombreux. Donc voilà, c'est déjà très enthousiasmant et je pense qu'on est... Enfin voilà, on est tous ensemble et je pense que ce plateau le représente bien. On a une force très grande qui est en train de se créer, qui s'est déjà matérialisée et je pense que c'est surtout ça la question qui va nous occuper dans les 2 semaines. Comment faire gagner ce nouveau Front populaire? Parce qu'en fait, la situation aujourd'hui, elle est claire. C'est eux contre nous et quand je dis eux contre nous, je ne parle pas de partis politiques ou d'étiquettes, je parle de projet. Le projet raciste, xénophobe qui cherche à diviser les Français qui est représenté aujourd'hui par le Rassemblement national et la force de résistance, le point d'appui pour tous ceux qui refusent justement ce projet-là, c'est le nouveau Front populaire pour un autre projet de société. Donc voilà, très enthousiasmant. Merci Zoé. Avant de passer la parole à Pierre-Romain Thionnet qui a probablement quelque chose à répondre, j'ai une question, moi tout de même, pour Louison, pour les jeunes avec Macron. Dans le chat, il y a quelqu'un qui demande les jeunes avec Macron, mais il en reste encore. Derrière cette question, il y en a une qui est, voilà, celle-là elle est un peu provoque, mais il y en a peut-être une deuxième. C'est une des solutions qui a quand même surpris, qui à tout le moins n'a pas été agréable pour beaucoup de gens. Les jeunes avec Macron, il en reste encore donc, et pourquoi? Et il en reste encore, il y en a de plus en plus. Depuis dimanche, on a eu, moi je suis référent du Nord, dans le Nord, on a une dizaine de nouveaux qui nous ont rejoints parce que la situation est difficile, elle n'est pas facile. On a le Rassemblement national très haut, on n'a pas fait un bon score aux élections européennes, encore moins chez les jeunes. Il faut être lucide sur cette situation. Et donc beaucoup de jeunes s'engagent, continuent de s'engager, on est très nombreux sur le terrain pour défendre un projet politique qui, je pense, est le meilleur pour la jeunesse, avec un bilan très sérieux sur la formation, sur l'apprentissage, sur une réforme des bourses qui a été la meilleure avancée pour la situation étudiante depuis de nombreuses dizaines d'années. Et donc oui, on recrute, on est nombreux sur le terrain et non, on n'est pas repliés sur nous-mêmes, quelques-uns partout en France. Bon, Louison, vous allez me servir de pivot pour les questions du chat, c'est vraiment regrettable pour vous. Pierre-Romain? Oui, je voulais répondre. Notre camarade écologiste, ma foi, par où commencer? Parce qu'il y avait beaucoup de fake news dans ce qui a été dit, mais sur l'aspect contradiction, bon, il prend l'exemple d'un propos sur un plateau télé qui a été corrigé immédiatement le soir même. Bon, on pourrait voir de plus grosses contradictions dans un programme, alors que dans votre programme du Front populaire, excusez-moi, mais je crois que les électeurs vont très vite être déçus s'ils vous accordent leur confiance, puisqu'il n'y a absolument rien de cohérent entre vos formations politiques. Par exemple, sur le nucléaire, je serais ravi qu'on puisse en parler après, par exemple, de voir quelles sont les positions entre le Parti communiste et, par exemple, les Verts. Ensuite, par exemple, sur la question de l'Ukraine ou de Gaza, je serais aussi ravi de voir un petit peu quelle cohérence il y a. Est-ce que l'Ukraine doit adhérer à l'Union européenne, par exemple? J'aimerais bien avoir l'avis des socialistes, ensuite des insoumis. Donc voilà, donc je pense que vos contradictions internes sont gigantesques, alors que nous n'avons pas de contradictions internes, et on va rentrer après dans le débat sur le pouvoir d'achat, et je pourrais vous rassurer sur le fait que le Rassemblement national n'a absolument pas renié son programme là-dessus. Et petit point, parce que vous amusez à jouer avec l'histoire aussi de la politique, des partis politiques, des familles politiques. Pour la petite anecdote, le Front populaire, donc vous reprenez l'expression de 1936, a pris des lois très dures sur l'immigration pour protéger notamment les travailleurs français. Et il y avait aussi tout un tas de quotas en termes de priorité nationale. C'est un petit peu différente. En quoi elle est différente? Il y avait toujours, c'était un principe de protéger les travailleurs français. Donc est-ce que vous reniez cet héritage-là du Front populaire, par exemple? Attends, juste avant de répondre à ta question, c'est marrant de poser une question alors que tu réponds même pas à celle qui t'a été posée. Je me permets de te tutoyer du coup. Sur en fait les errances, un peu les contradictions du programme du RN, parce que tu réponds pas sur la retraite à 60 ans. Est-ce que vous allez l'abroger ou non? Je vais y répondre, mais non. Alors, et c'est ça qui est marrant, c'est que nous, avec le nouveau Front populaire, le lendemain on l'abroge en fait. Et vous passez votre temps à longueur de plateau à dire oui, alors on est plutôt pour l'abroger, mais quand même il faut faire des économies, quand même on n'est pas sûr. La TVA c'est pareil, vous vouliez avoir une TVA allégée sur les produits de première nécessité. Finalement, pour Bardella, c'est peut-être, oui, dans plus longtemps. Donc on voit bien qu'il y a un manque de clarté et je trouve que ta réponse fuyante le montre bien. Ah non, pas du tout. Au contraire, je voudrais qu'on entre dans le cœur du débat, mais je ne savais pas si c'était simplement si on entrait dans ces questions-là ou pas. Parce que alors là, je suis tout à fait ravi de pouvoir... On a 2 heures pour parfait, ouvrir donc, plein de tiroirs. Si on peut déjà commencer sur ce sujet. Restons dans un propos courtois. Alors très bien, alors sur la réforme des retraites. Je ne demande pas d'être modéré, je vais répondre, moins courtois. Je vais répondre et ensuite je pourrais aussi poser mes questions. Mais donc pour répondre, bien sûr, on abrogera cette réforme des retraites, la réforme Macron.
à l'automne, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi des contraintes liées à l'administration, à l'Assemblée nationale, et qu'on ne prend pas des décisions n'importe comment quand on est au gouvernement du jour au lendemain. Il y a évidemment des projets de loi de finances rectificatives à mettre en place. Il y a l'Assemblée nationale a également un ordre du jour. Vous ne pouvez pas le balayer comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est faux. Donc, vous mentez à vos électeurs. Et donc, nous, on est très clair. Il y a un temps des urgences avec des décrets ou des projets de loi qu'on prendra. Et ensuite, il y a le temps des réformes. Dans un deuxième temps qui viendra dès l'automne 2024. Donc, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est dès l'automne 2024. On abrogera cette réforme et on mettra en place la nôtre, celle qu'on a proposée. Donc, sans entrer entièrement dans le détail, mais pour des principes très simples. Il y aura un départ à la retraite à partir de 60 ans pour tous ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Ça, c'est le principe de base de notre mesure. Ensuite, il y a un échelonnement progressif entre 60 et 62 ans lorsqu'on a 40 annuités. Et ensuite, ma foi, pour ceux qui seront entrés très tard sur le marché du travail, il est évident qu'ils ne partiront pas à la retraite à 60 ans. Mais là, je pense que c'est un principe aussi de justice sociale. Si on a fait de longues études assez confortables, on ne part pas à 60 ans, on peut partir plus tard. C'est pas quelque chose d'injuste socialement. Après, pour revenir sur la baisse de la TVA, c'est bien sûr dans notre programme, c'est justement dans le temps des urgences. Ce sera les premières décisions qu'on prendra via un projet de loi finance rectificatif, baisser la TVA sur les produits énergétiques et sur le carburant. Ensuite, on va faire un audit pour voir un petit peu l'état des comptes publics et il y aura en effet une mesure qui viendra plus tard. Non, c'est pas public. Non, c'est pas aussi simple que ça, je suis vraiment navré. Et ensuite, il y a une autre mesure qui viendra en effet sur les biens de première nécessité. Et là, ce sera dans un deuxième temps, le temps des réformes. Louis Laridon. On a eu un petit tac au tac entre eux deux, donc c'est parce que vous êtes derrière que je vous oublie. Hein. Je vais revenir sur cette allusion historique, parce que je pense qu'effectivement c'est important de rappeler ce qu'a été 1936. 1936, ça a été les congés payés, ça a été la réduction du temps de travail, ça a été l'accélération de la scolarisation, et ça a été ceux qui, trahis par l'extrême droite, ont fait tomber le gouvernement et qui ont fait tomber l'Assemblée nationale, ce qui a permis l'élection et les pleins pouvoirs à Pétain. Parce que je ne pensais pas y venir aussitôt, mais pardon, puisqu'on parle d'histoire, on peut quand même se rappeler ce qu'est le Rassemblement national. Ce n'est pas un parti politique comme les autres. C'est un parti politique qui a une histoire, dont le Front national, ses membres ont été fondés par d'anciens Waffen-SS et d'anciens membres de l'OS. Et donc je vous le dis, les leçons sur l'histoire de ce qu'a été la gauche a toujours été son honneur de s'opposer à l'extrême droite et au fascisme. Alors que vous avez toujours été de ceux qui en sont nés et qui l'ont nourri. Et je le dis aux électeurs qui se trompent, c'est les mots de l'extrême droite, c'est la force de l'extrême droite de reprendre les mots et la colère populaire, d'aspirer et de surfer sur cette colère pour arriver au pouvoir. Mais arriver au pouvoir, Mélanie, elle n'a pas augmenté les salaires. Arrivé au pouvoir, Bolsonaro, il n'a pas augmenté les salaires. Il a réduit les droits des travailleurs, il a interdit les syndicats, il s'oppose à droit à l'IVG. Voici le programme de l'extrême droite, voici la réalité de ce qui va se passer avec Bardella Premier ministre. En réalité, ce n'est pas vos factures d'électricité qui vont baisser, c'est vos droits, vos libertés individuelles, vos libertés fondamentales. Et il ne suffira pas d'être blanc pour que tout aille bien. Je vous le dis, regardez partout, que vous soyez une femme, un jeune, un étudiant, vos droits baisseront. Et donc voilà concrètement la menace qu'est le Rassemblement national aujourd'hui. Et des beaux discours n'effaceront pas votre histoire et vos projets. Bon, je vais répondre parce que là, c'est accusation en plus grave et totalement fausse historiquement. Je ne sais pas si vous avez fait des études d'histoire politique, mais en l'occurrence, vous faites partie du Parti socialiste, c'est bien ça ? Oui. Vous savez que tous vos héritiers, tous ceux dont vous êtes les héritiers, ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Vous le savez quand même. Blum a été une exception peut-être. On va être un petit peu correct avec l'histoire tout de même. Interné, il a été enfermé en Allemagne par vos amis. Voilà la réalité. Enfin, vous savez que c'est une chambre socialiste qui a voté les pleins pouvoirs. Non, c'est faux. C'est faux. Sur l'histoire du Front National, on ne peut pas donner tort à Louis Laridon. Et en plus, c'est pas une chambre socialiste qui a voté les pleins pouvoirs. Vous avez défait ce gouvernement, vous avez défait cette Assemblée nationale. C'est une chambre basse de droite conservatrice qui a voté les pleins pouvoirs. Vous avez le droit de dire que c'est peut-être pas le débat et que le Rassemblement national a peut-être changé. Après, sur l'histoire, c'est compliqué de faire mentir l'histoire. La question est, est-ce que parmi les fondateurs du FN, il y avait des gens qui avaient appartenu à la collaboration à l'OAS ? Bien sûr. Il y avait aussi des gens qui avaient appartenu à la résistance, qui sont décorés de la Légion d'honneur, de la croix de la résistance, et ça vous le dites pas, parce que l'histoire est plus compliquée, elle est liée à l'Algérie française en effet, elle n'est pas liée à la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, moi j'invite tout le monde à regarder, parce que là vous mentez en direct,
le Parti socialiste, c'est le vote des pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Arrêtez de nier. Bon, c'est un débat sur lequel vous ne c'est un tombez pas débat d'accord. historique. Les gens pourront trouver les Mais bien informations sûr sur que c'est Internet, faux. peut-être qu'on peut L'Assemblée débattre. nationale a été dissoute à l'issue du gouvernement du Front populaire qui a été tombé par une alliance des conservateurs et de la droite. Et donc la chambre qui a voté les pleins pouvoirs à Philippe Pétain n'est pas la chambre qui a été élue suite à la vague du Front populaire. Et c'est historiquement faux. Vous mentez. C'est vous une chambre de gauche. C'était pas une chambre de gauche, c'était une chambre de droite avec un gouvernement de droite. N'importe quoi. Et Tout le monde Léon va- Blum n'était plus Bon. Premier ministre. Le gouvernement était Il tombé y a pas et la que Léon Blum, majorité était de droite. Bon, on invite tout le monde à aller voir le vote de 1940 à Pétain. Ils regarderont l'étiquette Bon, de toute politique façon, je des pense gens. que tout le monde a Google Voilà. et tout le monde sait s'informer, et notamment sur France Info. Sur France Info, on ment pas. Octave Plessis. Oui, peut-être, on sent le RN fébrile comme d'habitude, et enfin. Le RN n'est pas à l'aise avec son histoire. Pour parler peut-être d'espérance, d'espoir, là, nous, on n'est pas fébrile. On dit que dès qu'on arrivera au pouvoir avec le nouveau Front populaire, il y aura des mesures d'urgence sociale. Il y aura, par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites. Donc, on retombera directement à une retraite à 62 ans, et plus tard, on aura une réforme pour tendre vers une retraite à 60 ans. On aura un blocage des prix, à la fois sur les produits de première nécessité, sur l'alimentation, aussi sur l'électricité, mais aussi sur l'essence pour les transports. Donc, en fait, on touche à l'alimentation, au loyer et à l'essence pour redonner du pouvoir d'achat, et nous on aime bien plutôt dire du pouvoir de vivre, une respiration pour des millions de Françaises et de Français. On aura également une augmentation des salaires avec l'augmentation du SMIC à 1 600 € qui mécaniquement fera augmenter les salaires. Voilà. Le Front populaire, dès qu'il arrive au pouvoir, il n'y aura pas de peut-être dans quelques mois on verra, c'est directement des mesures d'urgence sociale pour redonner du pouvoir de vivre à des millions de Françaises et de Français qui en ont besoin. Nous, on n'a pas des mesures anti-immigration, racistes, xénophobes qui nous empêchent de légiférer ou d'agir pour le social et pour l'écologie. Apparemment, vous, c'est plutôt votre priorité, le social c'est plus tard, nous le social c'est tout de suite dès qu'on arrive au pouvoir. Vous écoutez pas les réponses. Et je vais rebondir quand même, je pense. Oui, il n'est pas évident que vous tombiez d'accord à la fin. C'était pas forcément le but, c'est que vous opposiez simplement vos idées. C'est ça, et je vais répondre. Je sais même pas par quoi commencer parce qu'il y a eu tellement de choses aberrantes qui ont été dites. Ça pourrait être drôle en fait si la situation n'était pas aussi dramatique, mais moi je suis toujours d'accord pour rappeler les origines historiques du Rassemblement national et du Front national. Tout le monde pourra vérifier dans tous les cas, mais ce qui est aussi très important, c'est de parler de leur projet actuel et concret qui lui n'a pas changé sur le racisme, sur la xénophobie, sur la division des gens selon leur religion et leur couleur de peau. Je pense que personne n'est dupe sur ça, mais surtout, je voulais rebondir parce que bien sûr, le plus important aussi, c'est l'arnaque sociale du Rassemblement national, en plus de démasquer son racisme, qui je pense, lui, n'avance pas masqué, mais là où ils avancent masqués, c'est sur comment le Rassemblement national fait croire aux Français qu'il va améliorer leur pouvoir d'achat et leur vie. Je pense, du coup, c'est toujours bon de rappeler quelques votes, voire beaucoup de votes. Vous êtes toujours opposés à l'augmentation du SMIC, à l'indexation des salaires sur l'inflation. Vous soutenez le marché européen de l'électricité qui a fait flamber les factures. Bien sûr que si vous avez voté au Parlement européen. Donc dans tous les cas, ça pourra se vérifier très simplement. Non, donc voilà, je pense que vos votes parlent pour vous-même en fait. Et donc quand on vote systématiquement contre toutes les avancées sociales que nous on propose concrètement pour ce pays, pareil, le blocage des prix, c'est pareil. En fait, vous nous faites croire que c'est irréalisable. Déjà, ça a été réalisé dans le pays jusqu'aux années 80, donc c'est tout à fait réalisable. Et vous êtes contre. Vous me dites tout à l'heure, oui. On prendra des mesures sociales à l'automne. L'Assemblée nationale doit se laisser le temps de s'organiser. Pas du tout. En 15 jours, on peut faire un décret, on peut bloquer les prix. C'est ce que j'ai dit. Mais non, alors pourquoi vous le faites pas en fait ? Pourquoi vous êtes contre le blocage des prix de l'alimentation et de l'électricité ? Pourquoi vous êtes contre la hausse des salaires ? C'est pas parce qu'on s'oppose à vos mesures qu'on est contre le pouvoir d'achat. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Du coup, alors je vais tout reprendre parce que là, c'est totalement faux en plus. Je viens d'expliquer comment j'allais procéder pour baisser la TVA sur l'électricité et sur le carburant avec un projet de loi de finances rectificative avec une session extraordinaire dès le mois de juillet. Donc là, je vous ai répondu. Donc vous mentez en disant qu'on ne prend pas de mesures immédiates, parce que c'est les premières mesures qu'on prendrait justement. Ensuite, vous mentez aussi sur la... D'ailleurs, vous prenez ce que dit Manon Aubry, donc ça ne m'étonne pas tellement pendant le débat. On lui a apporté le démenti. Jusque-là, c'est pas... c'est pour ça que je dis ça, oui. C'est pas cohérent. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas beaucoup, alors qu'on lui a apporté le démenti à chaque fois dans les débats. C'est de dire qu'est-ce que proposait Manon Aubry au Parlement européen ? C'était en effet sortir du marché de l'électricité, mais également sortir du nucléaire. Nous, on ne peut pas voter une connerie pareille. Donc ça, c'est pour ça qu'on ne l'a pas voté, évidemment. Ensuite, nous, à l'Assemblée nationale, en revanche, on a proposé
on a fait une proposition de loi pour sortir des règles de tarification de l'électricité. Parce que pour nous, c'est bien ça le problème. C'est pas le marché européen de l'électricité en soi, avec ses constructions physiques, les liens qu'on peut avoir d'importation, d'exportation d'électricité. Ça, c'est évidemment très utile. En revanche, c'est le fait que le prix de l'électricité aujourd'hui, notamment du nucléaire, dépendent des centrales de gaz pour établir le prix d'électricité en France. Donc nous, on s'y oppose totalement parce qu'on paye un prix de l'électricité plus cher que le prix auquel on pourrait le produire en France grâce à notre nucléaire historique. Donc voilà pourquoi on s'est opposé à votre proposition, parce qu'elle voulait sortir du nucléaire. Donc évidemment, on ne va pas voter ça. Vrai, vous Ensuite, avez eu 2 occasions, vous n'avez toujours pas voté les amendements. On non, pourra vérifier. et je vous explique, et vous ne l'avez pas voté à l'Assemblée nationale, ce qu'on a proposé. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, vous vous trompez sur le blocage des prix, parce que lorsqu'il y a une mesure pour notamment s'en prendre aux marges des grandes distributions, on a voté cette mesure. Donc là, vous vous trompez encore une fois. Et moi, j'aimerais bien vous demander, donc, l'ensemble de vos mesures, vous les prenez du jour au lendemain, mais par quels moyens législatifs? Comment vous faites? Bon, dans le chat, il y avait une question de Gauche démocratique qui demandait comment sont financées les réformes du nouveau Front populaire. Et après, je passe la parole à Louison, qui n'a pas encore beaucoup parlé. Mais là, ça s'adresse spécifiquement au Front populaire. Qui veut prendre la parole là-dessus, sur le financement des réformes que vous proposez? Vous pouvez y aller? Vas-y. Eh bien, pour financer... On va ouvrir des tiroirs et les fermer au fur et à mesure. Pour financer des réformes, en réalité, il n'y a pas besoin d'être démagogique, il y a plusieurs manières. Soit on réduit certaines dépenses, soit on lève des impôts. Ce qu'a fait Emmanuel Macron pour financer ses réformes antisociales, par exemple, c'est qu'il a supprimé les impôts, notamment des personnes les plus fortunées. Nous, on propose de remettre les impôts sur les personnes les plus fortunées. On propose de taxer les transactions financières et les super profits. Voilà concrètement quelques moyens de financer à travers des choses qui ne sont d'ailleurs pas profitables, qui ne produisent pas de productivité, de financer les réformes de justice sociale et de financer les réformes nécessaires des impôts. Et d'ailleurs, je le dirais aussi parce que il va parler juste après pour Renaissance. Bruno Le Maire a tenté dans un vague exercice d'expliquer que ces mesures étaient infinançables. Mais quand on lui dit ok, chiche, on fait un débat, et Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a proposé à Bruno Le Maire un débat sur le chiffrage des mesures. Alors là, c'est Bruno est plus là. Et Bruno est plus là, Bruno refuse le débat. Bruno a peur apparemment de contredire les chiffres qu'il a probablement fait comme ça un peu au doigt mouillé. Donc je dis non, le programme du Front populaire est réaliste, il est réalisable, et dans les 15 premiers jours, la rupture, dans les 100 premiers jours, la bifurcation, et c'est un programme finançable et mesurable. Louison Bastien. Mais en fait là on a fait 10 minutes entre... il y a une tripartition de la vie politique, personne n'est dupe là-dessus. D'un côté, le Rassemblement national, son histoire, merci de l'avoir rappelé, c'est important, son histoire sombre, et ses approximations sur à peu près tous les sujets. Et là, la gauche nous explique qu'ils arrivent avec un projet qui va révolutionner la société, qui a été budgétisé pas par Bruno Le Maire, par des cabinets et des économistes indépendants à 300 milliards par an. 300 milliards par an, c'est le PIB du Portugal. Le PIB du Portugal qui devrait être avancé chaque année, avec une retraite à 60 ans, avec le SMIC à 1600. Mais en fait, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas assez d'argent pour tout ça. C'est impossible. C'est le PIB du Portugal à trouver par an. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais le Rassemblement national, c'est pareil. C'est 100 milliards leur budget, leur projet. 100 milliards par an. 100 milliards, c'est 5 000 euros par Français et par an. En fait, face à ça, nous, on a un projet très clair, celui de ne pas augmenter les impôts. Et pas seulement pour les plus riches. On en a supprimé, la taxe d'habitation, c'est pour tous les Français. La suppression, pardon de le dire ici, de la redevance audiovisuelle, c'est pour tous les Français. Ça a des impacts concrets pour le pouvoir d'achat. Et franchement, c'est franchement pas crédible. Pas crédible. 300 milliards. Comment vous les financez ? D'économie. Bah écoutez, je vous écoute, comment on finance 300 milliards? Mais par des recettes en fait. Nous, alors je vais vous en citer 3 tout simplement. Taxe sur les super profits, 15 milliards. ISF renforcé, 10 milliards. Stopper les niches fiscales polluantes, les plus polluantes, 60 milliards. Et on a même aussi 17 milliards de plus en rendant l'impôt sur l'héritage plus progressif. On n'est pas un tiers. Et puis plus largement, je pense qu'il faut du sérieux sur ces débats-là. On est le seul pays d'Europe à avoir une taxe sur la richesse, c'est l'IFI. On est le seul pays d'Europe à avoir mis pendant le Covid, des taxations sur les super profits, sur le gaz, sur les laboratoires de production de vaccins et sur les laboratoires qui faisaient les tests Covid et qui ont forcément eu des super profits exceptionnels pendant la période Covid. Il faut du sérieux sur ces questions-là. Si on met des impôts à tout va en France, qu'est-ce qui se passe? Et ça, tout le monde le démontre. Les gens s'en vont.
Les gens sont bons. Il faut une taxation au niveau européen, au niveau des pays de l'OCDE. Vous rigolez, vous êtes d'accord au niveau européen? Avec le programme excuse-moi, juste sur cette question. Sur cette question, juste, le programme du nouveau Front Populaire fera baisser les impôts pour 92% des Français, pour tous les Français qui gagnent moins de 4 000 euros. C'est très bien. La taxe d'habitation, et tu parles de 300 milliards. Est-ce que tu sais les 200 milliards de cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus grandes entreprises par la politique macroniste sans aucune contrepartie sociale et écologique? Sauf que la majorité du Front Populaire était dans cette alliance de gouvernement derrière Hollande et ça a commencé sous Hollande. À un moment donné, la question c'est qu'aujourd'hui, d'accord. Vous êtes alliés aujourd'hui. On pourra parler sur la sincérité du Front Populaire. Du coup, je pense que c'est très intéressant. Du coup, tu es contre? Non, pas du tout, parce que la France c'est le pays le plus attractif d'Europe, qui crée des emplois. On a un taux de chômage le plus bas depuis 20 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Ça, je pense que c'est des résultats concrets. Alimentaires des étudiants. Non, mais je pense que et on parlera de la précarité étudiante. Vous proposez quoi pour tous les jeunes? Une allocation jeune. On prend pas en compte si la personne est étudiante. On prend pas en compte si la personne est rattachée au foyer fiscal de ses parents. L'universalité des droits. Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc un jeune de Neuilly et un jeune de Verdun, il a les mêmes sous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut une réforme des bourses qui est territorialisée, c'est ce que nous prenons. Il faut une réforme des bourses qui touche les étudiants. Nous avons fait une réforme des bourses qui est la plus bonne avancée. Vous étiez au pouvoir avant, qu'est-ce que vous avez fait sur les bourses? Rien du tout. Rien du tout. On a mis 500 milliards sur la table, c'est la réforme des bourses, 500 millions, c'est la réforme, c'est la réforme des bourses, un peu de sérieux budgétaire dans ce débat, c'est la réforme des bourses la plus importante depuis 40 ans. Ça fait beaucoup de privatisation, tout ça. C'est sûr. Non mais voilà, c'est des résultats concrets et ça c'est pour les étudiants. Pour les jeunes actifs, il faut avoir une meilleure orientation pour que les jeunes trouvent des emplois plus vite. Ça, les résultats, ils sont concrets. C'est le chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Je le répète parce que c'est important de le comprendre. Mais ça, c'est issu de quoi? Ça vient pas au hasard. Ça vient par une meilleure orientation, par la réforme du lycée professionnel et surtout par le développement de l'apprentissage dans notre pays. L'apprentissage, depuis 2017, il a augmenté, il a triplé. Il a triplé. Et aujourd'hui, personne ne peut nier que c'est une réussite parce que des jeunes en filière professionnelle, des jeunes en à peu près toutes les filières peuvent se former directement et trouver un emploi beaucoup plus rapidement. Nous préférons ça plutôt qu'une allocation qui va à tout le monde sans condition de ressources, sans condition de lieu d'études, de savoir, même si on est étudiant, de rattachement au foyer fiscal de ses parents. C'est pas sérieux, ça c'est juste populiste comme proposition. C'est juste, on donne de l'argent à tout le monde sans réfléchir. Et nous voulons aller plus loin avec les jeunes avec Macron. Nous proposons depuis des années la territorialisation des bourses. C'est-à-dire qu'un étudiant à Paris et un étudiant à Lille ou à Marseille, et c'est pas les villes les moins chères, donc c'est pas les bons exemples, disons à Saint-Brieuc, ils n'ont pas les mêmes besoins, pourtant ils ont les mêmes bourses. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. Le logement est plus cher à Paris et à Lille. C'est ce que nous proposons avec les jeunes avec Macron. Est-ce que c'est dans le programme de Renaissance pour les élections? C'est dans le programme Jeunes avec Macron. Nous le défendons. Nous avons amené la réforme des bourses. Nous sommes une force. Non mais pardon, nous sommes une force de proposition au sein de la majorité présidentielle. C'est important de le dire. Nous voulons aller plus loin que cette réforme des bourses qui est déjà beaucoup plus que tout ce que Hollande a fait pour les étudiants pendant 5 ans. Et nous voulons aller plus loin avec une territorialisation. Je me permets de vous couper parce que le chat arrive comme ça de manière très, très opportune et qui nous dit c'est qui? C'est John Bot qui dit Macron, mais il est au pouvoir depuis 7 ans. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Mais à part la territorialisation qui est une avancée en plus, tout ce que j'ai dit c'est fait. J'étais obligé de vous la poser. Mais c'est vrai. Depuis 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? L'apprentissage x3. Je le répète, pardon de me répéter. L'apprentissage x3. Le chômage des jeunes, le plus bas depuis 40 ans. Le chômage, le plus bas depuis 20 ans. Le pays le plus attractif d'Europe. Et puis un point extrêmement important qui touche tout le monde, et surtout dans des territoires hors de l'Île-de-France, c'est que pour la première fois depuis des dizaines d'années, il y a plus d'emplois industriels qui se créent en France que d'usines qui ferment. Ça, c'est un point de bilan qui est extrêmement important. Et il faut le rappeler. Un exemple très concret, on en parlera en matière d'écologie. C'est un exemple très concret, très important. Dans mon territoire, dans le Nord, il y a des usines de batteries électriques qui ont été financées grâce à l'Union européenne, grâce à la France, grâce à l'attractivité de nos territoires. C'est plus de 10 000 emplois, directs et indirects, à Dunkerque et Douai, qui sont des régions qui ont vécu de plein fouet la mondialisation avec des fermetures d'usines. Ça revitalise des territoires. Ça, c'est un effet concret d'une politique équilibrée entre des investissements et un sérieux budgétaire. Je peux pas laisser... Pierre-Romain, qu'est-ce que propose le Rassemblement national pour les jeunes? Alors, je réponds juste avant sur le sérieux budgétaire parce que, bon, et là, je pense que l'argument... après sur les jeunes. Je réponds après. L'argument de renvoyer dos à dos les extrêmes sur le sérieux budgétaire, il faut quand même rappeler que Emmanuel Macron au pouvoir, c'est quand même 1 000 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans. Bien sûr.
Ensuite, Elles vont où les dettes? non. Ensuite, le plus important, vous avez menti à la représentation nationale pendant Ah des bon mois. Oui, tout à fait. Il y a un rapport du Sénat qui vient de sortir, un rapport d'information qui montre que il y a eu un dérapage budgétaire de 15 milliards d'euros, donc ce qui fait qu'on est endetté à 5,6% du PIB, et que Bruno Le Maire était au courant et l'a caché, et ils ont menti lors de leurs interventions médiatiques en expliquant que non, tout était sous contrôle. Et en fait, vous faites de l'insincérité budgétaire depuis la dernière Le RN qui parle dernier de projet de loi de sincérité, finances, c'est assez mais bien cocasse sûr, quand même. mais vous êtes Bon, épinglé par les laissez- propres bien sûr. services. Laissez- Vous êtes laissez- épinglé par Parlons de la dette parce vous que êtes c'est un épinglé sujet par les important. services de l'État. Donc Mais ne parlons venez de pas la donner dette. des Oui, leçons de Louison, sérieux laissez budgétaire. répondre Pierre-Romain. Ne venez pas Bien sûr. donner des leçons de sérieux budgétaire à vos oppositions, puisque précisément, vous avez accumulé la dette française de 1000 milliards d'euros. Donc ne venez pas donner des leçons sur ce sujet. Bien sûr, mais pardon, la dette, c'est un sujet extrêmement important. Partout, dans tous les pays d'Europe, ils se sont endettés pendant le Covid. Elle va où la dette? C'est pas de l'argent qui part n'importe où. C'est le quoi qu'il en coûte. C'est le sauvetage de dizaines, de centaines de milliers d'emplois pour les petits artisans, pour les boulangeries en ruralité qui ont pu avoir C'est un tiers de la dette, ça. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pendant la période Covid. Mais il y a aussi après le quoi qu'il en coûte sur la période de l'inflation, et ça compte pas dans le tiers que vous disiez. Mais cet argent, il sert à quoi? À pouvoir avoir recours pendant le Covid au chômage partiel pour sauver des dizaines, des centaines de milliers d'emplois, pour sauver la vitalité des commerces des petits villages et des villes aussi. Cet argent, il n'est pas parti n'importe où. La dette, elle est nécessaire. Elle a été nécessaire pendant cette période. Tous les pays d'Europe l'ont fait. Pas au même grade, au même stade, évidemment. Mais, et puis un point aussi, parce qu'on en parle comme si c'était d'une gravité exceptionnelle la dette. C'est sûr qu'il vaut mieux ne pas en avoir qu'en avoir beaucoup. Par contre, la France, on est un des pays qui gère le mieux sa dette. Pas par rapport à la quantité, on en a à peu près 150 millions, enfin 150% du PIB, mais parce qu'on est un pays qui a beaucoup d'actifs à opposer à la dette. On a une dette en excellente santé. Je prends par exemple l'exemple du Portugal. Sa dette, elle a 80% du PIB. Elle est à peu près quasiment 2 fois plus basse que celle de la France. Pourtant, par toutes les agences de notation, elle est notée 12-13, quand nous, c'est 16-17, voire plus. Pourquoi? Parce que nous avons des actifs à opposer, parce que nous avons une dette en bonne santé, et parce qu'on ne s'est pas endetté pour rien. On s'est endetté pour avoir des résultats concrets pendant le Covid, pour sauver des emplois, pour sauver des entreprises, et je pense que c'est extrêmement important de le dire. Octave, puis Pierre-Romain. Oui, je pense que c'est un résultat très concret qu'on peut voir. Et puis, Louison, je sais que tu es étudiant comme moi à Lille, c'est les files d'attente devant les distributions alimentaires des étudiants. La précarité étudiante a explosé sous Macron. Vous êtes au pouvoir depuis 7 ans, vous n'avez rien fait pour cela. En fait, je pense que nous assistons là à la mort du macronisme et aussi à l'échec du néolibéralisme. Vous avez gouverné pendant 7 ans en mettant sous perfusion les entreprises, les grandes entreprises, les profiteurs de crise qui, en effet, durant le Covid et là, durant l'inflation, se sont gavés d'argent public sans aucune contrepartie. Et pendant ce temps-là, les salaires n'ont pas augmenté. Pendant ce temps-là, il y a eu l'inflation. Pendant ce temps-là, les grandes distributions, par exemple, se sont pris des marges énormes au détriment à la fois des petits exploitants qui ne peuvent pas se rémunérer dignement et à la fois au détriment de monsieur et madame tout le monde qui, quand on va faire ses courses, ne peut pas avoir assez d'argent pour se nourrir correctement. C'est ça la réalité. Ça a été des millions et des millions pour les super profits, pour les grandes entreprises, sans aucune contrepartie. On a eu une explosion des dividendes, des super profits, et on a là en fait l'échec du néolibéralisme. Vous gouvernez pour les riches et contre les plus précaires. Et donc là, ce qu'on veut avec le nouveau Fonds populaire, c'est en effet des mesures d'urgence, et ce qu'on prône également, c'est une allocation d'autonomie. Il faut que toutes les étudiants et tous les étudiantes et tous les étudiants puissent vivre dignement et puissent avoir la capacité de faire ses études sans avoir le ventre vide, sans avoir à faire un boulot à côté et lutter contre la précarité étudiante qui est énorme. Et quand je t'entends, Louison, je suis désolé, j'ai l'impression que vous nous vendez un projet comme si vous n'aviez pas été pendant 7 ans au pouvoir. Et vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait en fait pour... Vous avez gouverné pour les plus riches et contre les plus précaires, et maintenant vous vous réveillez en disant ah oui, on va faire des super mesures, vous inquiétez pas. Pas du tout. Ça Mais a pas de la sens. différence entre toi et moi aujourd'hui, c'est qu'à 2 semaines des élections, on ne se réveille pas. On ne se réveille pas avec un projet de 300 milliards de déficit annuel. Moi, ce que je dis, c'est que, évidemment, que la précarité étudiante, elle existe. Nous, on a apporté des solutions qui vont pas assez loin. Évidemment, c'est pour ça que nous, on propose une territorialisation, par exemple. Mais les écolos, ils ont été au pouvoir avant, avec les socialistes. Ils n'ont rien fait. Les files alimentaires, elles n'ont pas commencé en 2017. Ils n'ont rien fait. Ça a explosé sous Macron. Ça a explosé sous Macron parce que le contexte est horrible. Le Covid, c'est les étudiants qui ont été le plus durement frappés. Partout en Europe, il n'y a aucune protection. En France, on a mis en place le quoi qu'il en coûte. On a mis en place la réforme des bourses. Évidemment que ça ne va pas assez loin et que les étudiants ont été extrêmement durement touchés. Parce que c'est les personnes les plus précaires qui sont souvent très seules, pas forcément rattachées. Mais c'est extrêmement important de le dire.
dire. Petite remarque perfide de Robin dans le chat, c'est la solution, c'est de virer les étudiants pour les JO. Non, pas du tout. Désolé. Pas du tout. Non, je me permets de continuer ma réponse, mais en fait, nous, on a un projet sérieux, un bilan sérieux, c'est-à-dire qu'on a mis en place des choses. Alors évidemment que ça va pas assez loin, il faut être lucide de le dire. Ça va pas assez loin, je ne dis pas qu'il n'y a pas de file étudiante, de précarité étudiante. Et puis, aussi, il y a un sujet de réponse qui a été assez importante. Les files alimentaires qui ont été dites, c'était pour beaucoup les étudiants étrangers. Et ben en face, on a mis une réponse, c'est tripler les bourses des étudiants étrangers. Ça a été une réponse. Ça va peut-être pas assez loin. Évidemment qu'on n'a pas supprimé les files alimentaires en une semaine, mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est d'avancer pas à pas, de prendre ce qu'il y a à prendre et surtout d'être lucide sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait pendant 5 ans entre 2012 et 2017, c'est rien du tout. Nous, on a avancé des solutions. Ça va pas assez loin. Je vous le concède et il faut qu'on continue. Mais ça a avancé dans le bon sens. Il faut le souligner. Et sur la question perfide, je me rappelle plus du pseudo. De Robin. De Robin. Salut Robin. Robin, bonjour Robin. C'est une situation. Enfin, la question des étudiants qui ont été virés pour les JO. Virer, c'est un mot extrêmement fort. Ça a été des étudiants qui ont laissé leur chambre en résidence Crous après leur partiel. Il n'y a eu aucun étudiant qui a été viré avant des partiels, avant des examens. Ça a été fait après. Il y a eu un délai, je crois, de 2 ou 3 semaines obligatoire entre la fin. Non mais pardon, c'est important de le dire aussi. Non, mais c'était une question perfide de Robin. Pardon. Mais je vous en prie, continuez. J'ai répondu. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de contextualiser. C'est facile à dire, voilà, on a viré des étudiants pour les JO. Absolument. C'est pas ça la politique, c'est un peu du sérieux. Et voilà, si on est en format qui le permet. Absolument, a réussi à convaincre Robin. Peut-être que non, peut-être que oui. Zoé. Oui, je peux réagir à tout ce qui vient d'être dit, mais je saurais même pas par quoi commencer. En fait, je trouve que nos débats sont intéressants, mais peut-être pas tellement finalement, parce qu'on a l'impression que... Excuse-moi, hein, toi du coup qui représente le camp macroniste, je comprends que tu avances certaines de vos propositions et certains axes de vos bilans, mais juste on dirait que vous vivez dans un autre monde en fait, très honnêtement. En fait, nous en tant qu'étudiants précaires, même moi j'étais dans une file d'attente alimentaire une fois, et quand je parle autour de moi, avec mes camarades, avec des gens avec mes anciens amis qui vivent là d'où je viens, juste, je pense que vous vivez dans une réalité parallèle, et évidemment, là on fait un débat pour avancer nos propositions. Je pense que je sais pas si les gens qui nous regardent changeront d'avis à la fin de ce débat, mais en fait, juste, je pense qu'il faut dire les choses très clairement. Le bloc macroniste et ce que vous représentez ne parle plus aux gens dans la société. Les gens, le 9 juin, les résultats des élections le 9 juin l'ont montré, mais en fait c'est quelque chose qui se passe depuis des années. Vous n'avez pas de majorité dans le pays, et en fait la question là qui se pose dans les 2 semaines à venir, encore une fois je le redis, mais c'est le Rassemblement national contre nous, tout simplement à cause de vous, à cause de votre bilan, parce que votre bilan n'a convaincu personne. Les gens sont de plus en plus pauvres, les gens sont de plus en plus la tête sous l'eau, et donc je pense qu'on devrait aussi remettre les points sur les i et les barres sur les t, si vous me permettez l'expression. En fait, juste là, les gens sont dans une situation de galère sociale, de crise sociale, tout simplement parce que votre politique, elle est au service des plus riches. Et en fait, il faut aussi remettre les choses... Excuse-moi. Oui, il faut aussi remettre les choses au clair, parce que c'est super intéressant de débattre, mais je pense qu'on a aussi juste 2 visions de la société qui s'opposent, et vous l'avez très bien démontré les dernières années. J'ai l'impression que tu parles effectivement comme si Emmanuel Macron n'avait pas été au pouvoir depuis 7 ans. C'était déjà 7 ans de trop, honnêtement, pour nous. Un bilan vraiment qui est désastreux. La réforme des bourses, c'est désastreux. La réforme des retraites, oui. La réforme des bourses, excusez-moi, moi je suis boursière, je ne l'ai même pas vu passer, ça n'a rien changé à ma vie. La réforme des retraites, oui, ça doit être ça. Ouais. C'est ça. Ouais, de quelques euros d'ailleurs, et ça suffit largement pas du tout. Excuse-moi, je suis boursière, je l'ai senti. 37 € alors. Ouais. Mais la question c'est juste où tu mets l'argent. Je crois qu'il y a Louis Laridon qui voulait ajouter quelque chose. Ouais, mais la question juste de façon générale, c'est où tu mets l'argent. Enfin, c'est bien beau. On dirait que l'argent n'existe pas. L'argent existe. On est une des premières puissances mondiales en termes économiques, et des gens vivent à la rue. Les gens vivent à la rue. La réforme la plus avancée depuis 40 ans. D'accord. Ou taxer les riches, ou juste, en fait, de façon générale, mieux répartir les richesses. Ne pas s'autoflageller et ne pas se priver de recettes, en fait. On va avancer progressivement dans... mais je trouve ça bien aussi de remettre le cadre juste de nos désaccords qui sont profonds, et je pense que les gens qui y adhèrent, ils s'identifient aussi à ça.
Et je pense que la question, en fait, c'est effectivement quel modèle de société on veut après le 8 juillet. Et ce qu'on observe à l'issue de ces élections européennes, à l'issue de 7 ans de gouvernement Macron, c'est que cette tripartition qui a dominé la vie politique, elle est désormais terminée. Aujourd'hui, on assiste à une bipartition de la vie politique. Ce sera, au lendemain du 8 juillet, la gauche contre l'extrême droite. Et c'est un peu le retour de la grande histoire, parce que la question, c'est quel projet de société, quelle vision. On va attendre, je pense, notre collègue du Rassemblement national défendre ses propositions, défendre sa vision de la société. Mais moi, je le dis aussi, si on est dans cette situation-là, c'est parce qu'Emmanuel Macron a un bilan. C'est très sympa de se ramener tout le temps au mandat 2012-2017, mais Emmanuel Macron est président de la République depuis 2017. On est en 2024, 7 ans de pouvoir, 7 ans d'inaction. Et puisqu'on parlait des étudiants, moi, un exemple symptomatique, le plan Bienvenue en France, l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants étrangers extra-communautaires. Et après, bah oui, on s'étonne qu'ils fassent la queue dans les files d'attente alimentaires. On augmente leurs frais d'inscription. Et concrètement, c'est aussi l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants en doctorat, des étudiants qu'on vient attirer de l'international pour les salariés en France. Et en fait, on leur pique un mois de salaire pour leur inscription. Des propositions concrètes qu'a fait la majorité présidentielle nous ont amené à la situation sociale qu'on connaît. Et moi, je le dis, effectivement, je pense qu'on ne voit pas la même chose sur le territoire. Et je pense que vous êtes encore sonné des résultats du 9 juin. C'est normal, ça fait qu'une semaine, vous n'avez pas eu le temps de vous remettre et de vous rendre compte du raz-de-marée et du séisme qui est en train de se préparer dans le pays. Il faut être à la hauteur de l'histoire, il faut que vous vous rendiez compte que le pays est plus fracturé que jamais, il est à ça de basculer à une majorité d'extrême droite du Rassemblement national. Les Républicains, il n'y a pas de représentants ce soir, pourtant notre collègue Guillaume Carillon, président des Jeunes Républicains, je suis sûr qu'il aura eu des choses intéressantes à dire, parce qu'en fait on voit l'effondrement structurel de la famille gaulliste, de la droite républicaine, qui vient se compromettre avec Ciotti dans un espèce de vaudeville un peu déprimant. On disait c'était la gauche, regardez la gauche c'est le chaos. Mais aujourd'hui, c'est qui le chaos ? C'est un président de la République qui dissout sans consulter son Premier ministre, sans consulter ses proches, qui appelle Pascal Praud 1 heure avant pour lui dire en fait je vais dissoudre. C'est une famille gaulliste républicaine qui vient trahir toute leur histoire, toutes leurs valeurs pour faire une alliance avec le Rassemblement national. C'est ça. En fait, c'est la droite le chaos aujourd'hui. Et vous êtes la droite. Et donc, à la gauche de relever le niveau. Et je le dis, on pourra avoir un débat sur les propositions. Je pense que ça intéressera aussi les spectateurs. Mais il faut surtout sortir du chaos dans lequel vous avez mis le pays. Pierre-Romain, je vous passe la parole immédiatement après. J'ai quand même une question du chat, parce que le chat, j'aime bien quand même que ce soit un peu prioritaire, et je vous la passe immédiatement après. C'est une question pour Louison. Désolé Louison, c'est pour vous, vous êtes le pivot un peu là. C'est Gilot qui vous demande, la position des jeunes avec Macron, ce sera quoi dans les circos partagés entre le Front Populaire et le RN ? C'est une question qui est revenue 50 fois dans le chat. Mais c'est une question extrêmement intéressante, parce qu'en fait là, c'est une question plus large, c'est quel projet de société on a vous voterez pour qui, vous ? Dans cette élection. Mais en fait, je ne voterai évidemment je ne voterai évidemment jamais pour le Rassemblement national. Je remercie d'avoir cité les racines historiques qui sont les leurs. Un des fondements de mon engagement, c'est de lutter contre le Rassemblement national, et évidemment que je ne voterai jamais pour le Rassemblement national. Et même, je vais plus loin, on a souvent le débat avec plusieurs militants. Il ne faut pas, moi je ne mets pas sur un pied d'égalité le Rassemblement national avec aucun autre parti de la sphère politique, des partis importants de la sphère politique française aujourd'hui. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est déplorer cette alliance de gauche qui renie absolument toutes les valeurs qu'ils ont. Pour gratter 3 circos. Et votre ennemi, c'est quoi ? C'est le Front Populaire ou c'est le Rassemblement national ? Mais mon ennemi, c'est les personnes qui font de la politique comme ça, qui font de la politique en reniant absolument toutes les valeurs sans penser à leurs électeurs. Moi, je pense aux électeurs de Raphaël Glucksmann, qui ont voté pour un candidat. Pardon. Ils sont très satisfaits. Ah oui, ils doivent être super. Mais Louison, vous avez répondu à la question. C'est vraiment la déchéance du macronisme, excusez-moi. Juste, on y reviendra peut-être après. Non mais pardon. Moi, je voterai jamais pour le Rassemblement national. Je le redis. Je voterai. Moi, dans ma circonscription, on verra bien. Moi, il n'y a pas de sujet. Je voterai jamais pour le Rassemblement national. Je voterai pour un candidat de la gauche. C'est un candidat de la gauche républicaine. Faut voir les propositions. Dire quoi, la gauche républicaine ? Ça veut dire une gauche qui respecte les institutions. Ça veut dire une gauche qui n'est pas ambiguë sur l'antisémitisme. Ça veut dire une gauche. Ambiguë sur l'antisémitisme ni sur aucune forme de racisme. Bien sûr que si. On y reviendra peut-être après. Bien sûr que si. On y reviendra parce que c'est extrêmement important. Du coup, juste pour qu'il finisse sur j'avais pas terminé. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Si quand je parle des électeurs de Raphaël Glucksmann, c'est que il y a des Français qui ont voté pour un candidat qui, pendant 3 mois, a défendu une Europe qui aide l'Ukraine, qui a défendu une Europe qui investit dans le nucléaire. On a toujours voté pour et c'est dans le programme. Non mais pardon, laissez-moi finir. On a toujours voté pour le spectacle. On a voté pour, vous pouvez regarder. Ne ferez pas le spectacle de vos aînés, s'il vous plaît. Bien sûr, mais de mon parti, je pense que je peux un peu mieux que vous savoir ce qu'ils pensent. Mais non, mais par contre, à qui j'ai été en contact toute la campagne des élections européennes. D'accord. Le front de gauche,
ce Front populaire, vous vous mettez avec des partis politiques qui ont voté contre les aides à l'Ukraine. C'est vrai, vous vérifiez. Mais je peux finir ou pas? Je peux finir. Mais pardon. Très brièvement. On y reviendra après. Non, Louison, allez-y. Oui, merci. Non mais concrètement, c'est pas. Dans ce cas-là, vous reniez vous aussi, parce que vous avez voté contre à l'Assemblée nationale. Vous avez voté la moitié du soutien financier français. Vous avez voté contre en Union européenne. Vous avez voté contre les aides militaires. Je pense que non mais c'est totalement vrai. Toutes les personnes qui regarderont pourront aller voir, comme le Rassemblement national. Ils ont voté contre. Ils ont voté contre. Et donc, on a un projet politique de gauche. On l'a soutenu. Pas le dernier plan d'aide, ni au niveau européen. C'est abstenu. Ils ont voté contre. Abstenir, pardon, c'est pas soutenir. Si. Donc là, on a une alliance de gauche qui se renie totalement, qui renie leurs valeurs. C'est-à-dire que dans la même alliance, François Hollande et Philippe Poutou. Pardon, mais dites-moi les points communs entre eux deux. Dites-moi les points communs entre les deux. D'accord, mais ça n'excuse pas tout. Ça excuse que c'est quoi la vie politique? C'est d'apporter des. En fait, le point commun, c'est le programme. Juste, c'est pas très compliqué à lire. Et donc tu verras sur le qu'il y a une vraie nucléaire, je te pose une question sur le nucléaire. Moi, j'aimerais bien que tu finisses de répondre à la question du téléspectateur. Qui est pour le vote? Bah oui. Je ne voterai jamais pour le Rassemblement national. D'accord, donc tu ne voteras pas ou tu voteras blanc entre un candidat du Nouveau Front populaire et un candidat RN. Ça dépend du candidat. C'est marrant parce qu'on porte tous le même programme en fait. Mais non, mais pardon, la NUPES. C'est grave en fait d'en arriver là. La NUPES. Non mais pardon, je veux répondre parce que c'est important. La NUPES, il y avait un programme commun. On refait un débat qui a déjà eu lieu. La NUPES avait un programme commun à l'Assemblée nationale, ils siègent pas ensemble. Pardon, mais le groupe... Non, c'est des groupes différents. C'est des groupes différents. Il y a des votes différents, il y a des stratégies politiques différentes. Et donc c'est important de nuancer. Il y a des gens qui nous regardent et qui nous rejoignent au fur et à mesure et qui savent peut-être pas toujours de quoi on parle. Je peux répondre juste sur un point. On parle du coup du jeune avec Macron qui refuse de faire barrage du coup contre l'extrême droite. Pas du tout. J'ai dit je voterai jamais pour le Rassemblement national. D'accord, mais dans une élection on vote en fait. C'est bon. C'est la réponse. Donc vous voterez pas pour un candidat du Nouveau Front populaire. J'ai pas dit ça. On reviendra après sur les alliances. C'est important parce que le Front populaire, le Front populaire, ils font. C'est une alliance électorale. Après, à l'Assemblée nationale, non mais c'est vrai, vous allez siéger dans des groupes différents. Mais vous allez faire des propositions. Il n'y a pas des groupes différents à l'Assemblée nationale. Mais si, ça a toujours été comme ça. D'accord. C'est une coalition. D'accord. Oui, moi ça m'amuse toujours. Alors, plusieurs choses. Donc, dans le chat, il y a personne du RN. Si, à ma gauche, j'ai quelqu'un du RN. Oui, parce que là, il y avait une bataille. Comment on fait le temps de parole? Eh bien, on fait du mieux qu'on peut. On a 2 heures de stream. Donc, ça vous donne peut-être parfois l'impression que c'est un peu déséquilibré. Il y a une alliance, un plus autonome, et puis peut-être des ennemis sur ce plateau. Donc voilà, donc le temps de parole, on le distribue du mieux qu'on peut. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre dans le chat? Oui, qu'il y a peut-être l'impression un peu que les jeunes offrent le même spectacle que leurs aînés. Et c'est peut-être... Et parce que la politique, c'est une affaire sérieuse c'est aussi ça, effectivement. Ça. Absolument. Pierre-Romain Thionnet. Oui, je suis toujours amusé parce qu'on entend souvent l'extrême gauche présentée comme vraiment la force de contestation la plus incroyable au macronisme. Et en fait, ils sont tout contents d'entendre que les représentants d'Emmanuel Macron disent bien sûr, on ne vous met pas sur le même plan, on votera quand même pour vous. Donc en fait, c'est tout le temps la grande farce de la grande alternative de la gauche. Et en fait, finalement, ils sont plus proches du macronisme. Et les macronistes vont parfois désister des candidats pour les faire élire. Donc, s'ils représentaient vraiment une alternative au macronisme, je pense que voilà, il n'y aurait pas ce petit jeu de chaises musicales auquel on assiste. Mais ensuite, moi, je vais répondre à la place de Louison Bastien. Alors, pas lui personnellement, je ne sais pas ce qu'il fera. En revanche, moi, j'ai vu les seconds tours en 2022 aux précédentes législatives, et lorsqu'il y a eu un danger de voir notamment des députés LFI élus ou des députés de la NUPES, parce qu'ils représentent un danger aujourd'hui pour nos institutions, pour la République, pour nos valeurs, pour notamment le combat très ambigu sur l'antisémitisme. Vous êtes fondé par des nazis, monsieur. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'il a fallu faire un choix dans les seconds tours qui ont posé des candidats du Rassemblement national aux candidats de LFI et de la NUPES, c'est les candidats du RN qui l'ont emporté très largement avec un report des voix de ceux qui avaient voté Emmanuel Macron. Parce que tout le monde a bien compris où se situait le danger aujourd'hui. Il n'est pas du côté du Rassemblement national, il est du côté de l'extrême gauche qui porte aujourd'hui le nom de Nouveau Front populaire. Et je pense que les électeurs qui sont plutôt de sensibilité centriste, centre-droit, centre-gauche, feront encore une fois ce choix lors des prochaines législatives et qui feront barrage à l'extrême gauche. Déjà, on voit bien le chaos dans lequel le président de la République a plongé le pays le dimanche 9 juin en prononçant cette dissolution. Je le redis, la gauche n'a pas peur de la démocratie. On y va, on assume. On a su se mettre d'accord, proposer un projet et des propositions cohérentes. Et sur l'Ukraine, je le dis parce qu'en fait, c'est très sympa de faire parler les électeurs de Raphaël Glucksmann. Moi, j'en suis un. Je vous le dis, de continuer la livraison d'armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre, qu'elle puisse défendre son intégrité. C'est dans le programme du Nouveau Front populaire. C'est dans le programme du Nouveau Front populaire. Donc tout le monde est d'accord en fait.
Et ce que je dis, c'est que voilà la force aussi et la détresse, je dis, dans laquelle vous avez plongé le pays. Regardez-en pour qu'on arrive à vous aussi mettre dos à dos l'extrême droite et la gauche. Vous en arrivez à obtenir un rassemblement national qui dit « Oh regardez, moi, il faut que je voterai même pour un macroniste contre un LFI, parce que imaginez, ou pour un macroniste contre un PCF, parce que vous imaginez le scandale. Vous rendez-vous compte de la situation dans laquelle on a mis le pays. Et je le dis, les électeurs de centre-gauche, ils voteront pas à Rassemblement national. Les électeurs de gauche, eux, ils ont la mémoire longue. Ils savent où est leur histoire. Ils savent où étaient les grands-parents des militants socialistes et communistes en 1941. Et je vous le dis, non, mais on se souvient, le secrétaire, 41, ils étaient dans l'alliance avec l'Allemagne nazie. Le secrétaire général des jeunes socialistes est mort dans les camps de concentration. Il est mort à Auschwitz. Donc merci. Donc je vous le dis, le secrétaire général des jeunes socialistes en 1942 est décédé dans les camps de concentration de l'Allemagne. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Nous connaissons, c'est l'histoire de votre parti politique. Mais pour parler, pour sortir un peu de l'histoire, avec le PCF, vous savez ce que faisait le PCF entre 39 et 41. Voici ce que propose le nouveau Front populaire, parce que je pense qu'il faut qu'on donne de la perspective. Vous avez désormais 2 projets de société clairs. Celui du repli sur soi, de la xénophobie, de la fermeture du pays et du retour en arrière. Ou un autre projet, un projet de progrès social, l'augmentation du salaire, l'augmentation des minima sociaux, l'investissement dans le logement social pour que chacun ait le droit au logement. Des impôts. L'augmentation, oui, des impôts pour les plus riches, parce que la fiscalité doit être juste. Chacun doit contribuer à sa juste manière. Les 90% des Français verront j'ai leur été obligé de impôt prendre baisser. une feuille pour voir toutes les taxes que vous allez mettre, parce que c'est pas du tout que les plus riches. On parlera des taxes après. Et 90 hausse des cotisations vieillesse, taxation des revenus de l'épargne, taxation des heures supplémentaires, surcotisation des hauts salaires. Français. Mais 90% des Français ne sont pas concernés par ces mesures fiscales. Les successions, les Français ne sont pas concernés. Mais les Français ne sont pas concernés sur les successions en dessous de... Enfin, pardon, vous pensez qu'ils transmettent combien la succession, les Français? Un patrimoine de 1 million d'euros? Que tous les Français héritent de 2 châteaux comme la famille Le Pen. Donc je dis, voilà, où est la bifurcation écologique? Il faut protéger le pays, il faut réparer le pays qui est abîmé par ces 7 années d'un gouvernement libéral. Et donc voilà le projet du nouveau Front populaire. Et je suis désolé de le dire parce que j'ai quasiment de la peine pour mon collègue macroniste, mais ils vont être balayés dans les urnes. Alors ne vous trompez pas, ceux qui hésitent, le seul vote utile, le seul bulletin de vote utile le 30 juin, c'est celui du nouveau Front populaire. C'est le seul qui empêchera l'arrivée à l'extrême droite du pouvoir. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, pardon. Il est tard, on est fatigué, c'est la campagne. Je me permets de rebondir juste en plus pour dire quelque chose de positif justement, juste parce qu'on parlait de ce nouveau Front populaire et du fait qu'en fait c'est nous la seule et l'unique alternative, et surtout ça s'inscrit dans notre analyse qu'on fait depuis des années et qu'on a emprunté notamment, je leur rends hommage ici du coup aux chercheurs Stefano Palombarini et Bruno Amable sur le bloc bourgeois et l'avenir du bloc bourgeois qui est représenté politiquement par le camp macroniste. Ça ne sera une surprise pour personne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis des années, et là, ça s'est accéléré effectivement avec la séquence des européennes, on a juste le bloc bourgeois et le bloc macroniste qui, de fait, fait le choix de l'alliance toujours plus à droite jusqu'à l'extrême droite. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, et tu l'as très bien dit, mon camarade socialiste l'a très bien dit, et on le dit depuis le début, c'est que là, l'alternative, c'est juste eux contre nous. Et en fait, justement, j'espère qu'il y a encore des électeurs qui ont pu voter Macron dans leur vie une fois ou deux par erreur, qui se rappelleront en fait de la situation, enfin, qui se rappelleront de l'enjeu de la situation actuelle, qui va être effectivement un projet d'extrême droite raciste contre une alternative populaire, sociale, écologique qui est soutenue, et c'est ça aussi que je tenais à souligner, qui est soutenue bien au-delà des rangs des partis politiques traditionnels. C'est-à-dire qu'on est soutenu par tous les syndicats, par des collectifs, par des personnes engagées associativement dans le monde de la culture. Il y a eu des milliers de tribunes qui ont été faites à ce sujet. Par des milliardaires. Comment, excuse-moi ? Par des milliardaires. Ouais, ça doit être ça, je pense qu'on n'a pas trop compris ce que tu viens de dire. Je pense que certains grands artistes qui signent des tribunes ou certains qui font des milliards sur YouTube, ils vous soutiennent. Céline Verzelletti, syndicaliste à la CGT, investie candidat du nouveau Front populaire dans le 20e arrondissement. Non, mais il y a d'autres personnes qui vous soutiennent. Si vous leur faisiez vraiment peur et votre programme économique, voilà, ils vous soutiendraient pas. Les grands patrons sont avec le Rassemblement national et il y a des tonnes d'articles sur Internet qui pourront vous le montrer. Je vous invite à aller les lire. En tout cas, voilà, juste pour dire que ce nouveau Front populaire, c'est aussi un élan d'espoir pour toutes les personnes qui se reconnaissaient pas forcément depuis le début dans des partis politiques. Ce qu'on a réussi à faire en créant cette nouvelle alliance, c'est bien au-delà du cadre politique qui parfois a pu dégoûter certaines personnes. Et vraiment, voilà, c'est un immense espoir citoyen. Et donc,
ne vous trompez pas dans les urnes, et je pense que la dynamique qui est actuellement en marche le montre bien. Octave, je vous passe la parole immédiatement après. Pierre Romain, vous parlez de quels artistes milliardaires? Il y a eu certaines tribunes qui ont été faites par des grands privilégiés qui n'ont aucun problème à finir leur fin de mois. Oui, en effet, il y a toute une tribune hier, par exemple, l'ancien footballeur Vicage Dorasso, là j'ai vu, qui a fait des déclarations. Mais qui tant mieux. Toutes les personnes qui ont conscience du danger de l'extrême droite. Non, mais c'est des gens qui n'ont aucun problème de fin de mois, qui n'ont aucun problème de pouvoir d'achat, eux, et qui se permettent de faire la leçon et de rejeter au banc une partie de gens qui ont décidé, en effet, depuis des années, et de plus en plus, et ça j'en suis très heureux, de voter pour le Rassemblement national, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez essayer de présenter de manière manichéenne les gentils contre les méchants. Ça, je pense que c'est pas l'auteur du débat. Vous prétendez défendre les classes populaires, vous votez contre la hausse du SMIC, mais je le rappelle quand même. On peut plutôt aller projet contre projet, idée contre idée. Je pense que c'est davantage que les gens attendent que de dire qu'il y a des méchants et des gentils. Je crois que on peut passer. C'est vous qui présentez ça comme ça. Oui, le racisme, excusez-moi, c'est du mauvais côté d'histoire, et je pense que c'est bien de le rappeler à certains moments quand même. Quelle mesure raciste dans notre programme? Vraiment, je pense que de A à Z. Quelle mesure raciste dans notre programme? Est-ce que vous l'avez avec vous? On pourra peut-être tout surligner parce que tout est raciste. Quelle mesure raciste? Il y a quelques jours. J'ai posé une question. On peut répondre. C'est pas du mansplaining de prendre la parole. Non, je laisse mon camarade répondre. On est dans la même alliance pour ces élections. Vas-y, vous ne pouvez pas répondre à cette question. C'est moi qui ai passé la parole. Donc les femmes peuvent pas répondre quand on leur pose des questions. Excuse-moi, arrête de parler à ma place, s'il te plaît, ça va devenir gênant. Non, je passe la parole à Octave Plessis. Pourquoi elle ne répondrait pas? Elle m'accuse de racisme ou du programme raciste. Quelle mesure raciste? Alors répondez Zoé. Voilà, donc elle répond pas. Répondez Zoé si vous le souhaitez. Sinon, je vais passer plutôt la parole à Octave qui n'avait pas encore parlé simplement. La France insoumise ne peut pas présenter que dans ce plateau, tout le monde parle un petit peu. Je pense que même les gens partout autour du plateau, même le présentateur pourra le dire. Ça doit être ça. Sauf vous. Même par exemple, typiquement, il y a quelques jours, il y a quelque chose que j'ai pas trop bien compris. C'est Jordan Bardella qui parlait des Français d'origine étrangère. Et du coup, là, j'ai pas compris sur quoi il se base pour savoir qu'un Français d'origine étrangère, c'est la couleur de peau, c'est la religion. Parce qu'il a dit, vous inquiétez pas, si vous êtes des Français d'origine étrangère, mais vous êtes des bons travailleurs, des bons citoyens, vous inquiétez pas avec le RN au pouvoir. Mais du coup, c'est quoi un Français d'origine étrangère? À quelle génération? Non, mais parce qu'en fait, vous parlez il n'y a pas de racisme dans le projet, il n'y a pas de xénophobie. Mais en fait, rien, tous vos sous-entendus sont imprégnés d'une vision de la société qui est raciste et xénophobe. Vous voulez trier les gens sur la couleur de peau, sur la religion supposée, sur l'image qu'ils ont, et vous voulez trier les gens selon les Français qui seraient de papier ou pas de papier. Voilà. En fait, il n'y a qu'une nationalité française. La préférence nationale. Laissez terminer Octave, Pierre Romain, je passe la parole après. Vous avez le temps, on a encore le temps. Un exemple, qu'est-ce qu'un Français d'origine étrangère? Jordan Bardella. Voilà, j'ai répondu. C'est quelqu'un qui a des ancêtres qui viennent d'ailleurs que la France. Très bien, mais du coup, donc on est tous un peu contre l'immigration. Il y a une partie des Français qui sont d'origine étrangère, mais je vois pas quelle est la suite de la question. Moi, je vous pose la question parce que vous êtes Français d'origine étrangère qui dit que vous inquiétez pas pour les Français d'origine étrangère, s'ils travaillent bien, ils n'auront pas de soucis. Mais du coup, il se passe quoi pour les Français d'origine étrangère apparemment? Sur quels critères? Qui ne travaillent pas bien, qui sont aux yeux du RN, pas des bons Français, ils auront quoi? Ils sont pas égaux devant la loi? C'est ça que vous voulez dire? Vous faites pas la même loi selon la religion, vous faites pas la même loi selon la couleur de peau. Vous voulez trier les Français selon leur origine étrangère. C'est pas factuel, c'est sur des critères subjectifs. C'est ce que dit Monsieur Bardella il y a quelques jours sur BFM. Mais donc vous avez pas compris ce qu'il a dit. Ou alors apparemment il y a des sous-entendus xénophobes et racistes qui remontent à l'arrivée. Il est lui-même d'origine étrangère. Ça ne suffit pas pour comprendre qu'il n'y avait aucun sous-entendu. Tous les immigrés en Méditerranée comme il le fait déjà. Je rappelle aussi au passage. Pierre Romain, si ça concerne tout le monde, alors pourquoi on en parle? Justement, c'est la première question. C'est parce qu'il n'a absolument pas compris cette phrase. Il répondait à une question d'un journaliste qui lui disait est-ce que le programme du Rassemblement national vise à discriminer les Français entre eux? Et Jordan Bardella répondait absolument pas. Et qu'il y a des Français d'origine étrangère. Jordan Bardella est issu de l'immigration italienne, donc il serait bien mal placé pour essayer de faire des discriminations entre les Français. Ce qui est la nationalité française, c'est absolument pas la question. Là, vous parlez de l'immigration clandestine et des migrants. Ils ne sont pas français. On a le droit d'avoir une politique migratoire qui ne vise pas à accueillir n'importe qui sur notre sol. On a encore le droit à jeter les migrants en mer et à les laisser mourir. Mais dites sur votre liste, vous avez un monsieur de Frontex. Mais oui, sur votre liste aux élections européennes. Et on en est très fiers qu'il soit sur notre liste. D'accord. Vous savez qu'il est visé pour une enquête pour complicité pour crime contre l'humanité. Écoutez, moi, si je pour complicité de crime contre l'humanité. Si je porte plainte contre vous pour un truc qui n'a rien à voir, vous serez accusé. Mais il n'est pas condamné. Il est accusé par des associations d'extrême gauche qui sont vos amis. Il n'est pas accusé par des associations d'extrême gauche. C'est un peu plus compliqué. Qui l'accuse? Même le présentateur vous le dit. Oui, mais le présentateur, je ne sais pas s'il soutient nos propositions. C'est vrai que vous méprisez beaucoup les journalistes, tellement que vous les précisez. Actuellement, il y a effectivement une enquête en cours. Il y a une enquête en cours, parce que l'agence Frontex refoule les migrants en mer, ce qui est une pratique qui est
totalement Non, c'est tout contraire le au problème, droit c'est qu'elle ne le international et fait au droit pas, humain. justement. Mais bon, Bah oui, c'est un autre ça doit débat. être ça. Vous voulez que davantage de migrants meurent en mer. Mais non, je veux qu'il y ait non, mais zéro qui meurt en mer. j'en profite pour souligner finissez, je que d'ailleurs prendrai après. les macronistes souhaitent donner davantage d'argent à cette entreprise Frontex pour qu'elle refoule davantage de C'est pas une migrants en entreprise. mer. Et je trouve ça en fait absolument scandaleux. Et je trouve que ça illustre bien justement cet arc non républicain en fait qui se dessine entre les macronistes et le RN quand il s'agit notamment d'immigration, de toutes les questions qui sont liées à ça. Donc voilà, juste je pense que vous êtes disqualifiés à vie pour parler d'immigration et de politique sérieuse en la matière parce que Sauf que, tout ce que vous pardon. souhaitez c'est Pardon. laisser les gens mourir en mer Je Méditerranée. réponds une monsieur. minute et je te laisse la parole. Parce que les accusations, j'avais eu la même chose avec le débat avec Aurélien Lecoq. De quoi il est question? Quand on parle de Frontex, pour que les gens, c'est pas une entreprise comme elle vient de dire, c'est une agence de garde-côte européenne qui appartient à un effet qui est sous la direction de la Commission européenne. Frontex avait pour mission, et c'est dans les traités européens, aussi c'est son rôle au sein de l'espace Schengen, c'est de protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. On a aboli nos frontières intérieures pour avoir une protection extérieure. Or aujourd'hui, Frontex ne remplit pas son rôle, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation sans cesse de l'immigration irrégulière sur le sol européen. On ne peut pas s'en satisfaire. Bon, le nouveau Front populaire s'en satisfait, d'ailleurs son programme sur l'immigration est hallucinant, je pense que s'ils le font lire à leurs électeurs, ils vont en perdre un grand nombre. Et donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut renforcer les contrôles aux frontières extérieures, donc renforcer le rôle de Frontex. C'est absolument pas une question de laisser les gens mourir en Méditerranée, au contraire, c'est d'aller vers un objectif qu'il n'y ait plus aucun mort en Méditerranée, parce que les gens ne traverseront pas la mer et ne prendront pas des risques inutiles sur les embarcations. Frontex n'a pas vocation à détruire des embarcations en mer ou à ne pas secourir des pauvres gens qui traversent la Méditerranée. Il a vocation à aller interpeller les navires, mettre les gens en sécurité. C'est ce qu'il fait, juste. Non, c'est faux, c'est Bah, une bien sûr que accusation si, très grave, c'est c'est vrai. absolument pas ce qu'ils font. Bah, bien sûr que si, Mais c'est non. ce qu'ils font, c'est sa politique, Vous êtes en c'est train de son dire que les rôle. agents de Frontex laissent des gens mourir? Oui, oui. Mais n'importe quoi, Ah oui, on le dit, on le mais c'est redit. scandaleux. C'est scandaleux, non, moi, c'est je vais vous dire, factuel, moi, je vais vous monsieur. retourner l'accusation, c'est à cause de vous que des gens meurent en Méditerranée. Pardon. Parce que vous leur dites de attendez, venir en attendez, Europe. attendez. Je me permets de Bien sûr répondre que si, parce je me que- permets de le dire. Et je les accuse directement Moi, je me permets de que répondre. leurs propositions font mourir des gens en Méditerranée. On sort dans le Moi, je me cadre permets de du répondre débat. quand même. Frontex a pris un virage absolument à 180 degrés entre le Frontex de Fabrice Leggeri, qui est aujourd'hui accusé, et aucun étonnement qu'il soit sur la liste RN, et le Frontex aujourd'hui sur lesquels on met beaucoup plus de budget. Parce que le but de Frontex, le but premier, celui sur lequel il ne répondait pas à l'époque, c'est de sauver les migrants en mer, c'est de lutter aussi contre les passeurs, parce que le problème il est là aussi, c'est les gens qui mettent les migrants, des êtres humains sur des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée. Et il faut lutter contre les passeurs. Et donc le but de Frontex, c'est qu'il y a eu 2 réformes successives, la dernière en 2018, et donc aujourd'hui Frontex a ce rôle de sauvetage en mer, et d'ailleurs il y en a beaucoup moins, et on peut que s'en féliciter de migrants qui meurent dans la Méditerranée, heureusement, parce que Frontex aujourd'hui a ce rôle qui n'était pas le sien avant, d'être garde-côte, de sauver les migrants dans la Méditerranée et de lutter contre les passeurs. Et je tiens à préciser, d'ailleurs, ça c'est dans le pacte asile et migration, je pense qu'on aura un sujet immigration, peut-être qu'on le commence seulement, où on pourra développer ce pacte asile et migration. Dans ce pacte asile et migration, il y a ces budgets de Frontex. Et en fait, ce pacte asile et migration au Parlement européen, il a été défendu par les 3 groupes du centre, donc Renew, la droite, le Parti populaire européen, et le groupe des socialistes. Les socialistes français ne l'ont pas voté. D'accord, sauf que les socialistes français, je m'attendais évidemment, tous les débats des européennes ont été pareils, les socialistes français ont travaillé pendant 5 ans. Raphaël Glucksmann a été un des députés les plus travailleurs sur le pacte asile et migration. Les députés français socialistes ont voté tous les textes du pacte asile et migration en commission. Ça a été le groupe qui a le plus travaillé. Il y a eu énormément de commissions avec Fabienne Keller, députée Renew, qui a travaillé sur ces questions, et Raphaël Glucksmann. Et donc en fait, vous n'avez pas voté juste parce que c'était quelques semaines avant les élections européennes. Et donc pour ne pas voter un texte immigration avec la Macronie, vous êtes totalement isolé de votre groupe politique au Parlement européen. Je pense que c'est important de le dire, parce que c'est un argument qui n'a pas été assez évoqué pendant les élections européennes. C'est que le pacte asile et migration, il a été travaillé avec tous les groupes du Parlement européen, à part le groupe de Manon Aubry et le groupe de Jordan Bardella. Même les écolos ont contribué en commission. Peut-être parce que moi, au début du Twitch, il y avait aussi une question sur est-ce qu'on fait pas un peu de la politique comme nos aînés. Moi, je crois que la politique, c'est sérieux, et donc je pense qu'il faut aussi défendre une vision de la société. Et sur l'immigration, au-delà des arguments intéressants étayés par les uns par les autres, je pense aussi que c'est la question de quelle vision en fait on a pour l'immigration. Est-ce que l'immigration est un problème ou pas? Effectivement, et je pense qu'à gauche, nous, ce qu'on dit, et ça va être la différence avec le Rassemblement national et avec la Macron, c'est pas bien, on pense que l'immigration c'est une chance.
pour le pays. On pense que par contre, effectivement, aujourd'hui, il y a un chaos migratoire organisé par une Union européenne qui ne s'est pas saisie du sujet efficacement, par la France qui n'agit pas concrètement pour ce pays. Donc nous, ce qu'on propose, c'est la création de voies légales d'immigration. Ce qu'on propose, c'est de travailler sur la question du statut des étudiants, des travailleurs, et avec des voies légales d'immigration organisées, avec donc des moyens mis par l'État pour favoriser, pour travailler, pour voir comment est-ce que les gens effectivement sont accueillis dignement. Parce en garantissant l'aide médicale d'État pour les étrangers en France, et ben comment est-ce qu'on sort de ce chaos migratoire et on entre dans une immigration? Parce qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est aussi ce qui fait fonctionner l'économie de notre pays. C'est aussi des gens qui viennent travailler en France, qui font fonctionner concrètement aujourd'hui des entreprises qui fermeraient s'il n'y avait pas cette immigration. Et donc voilà, nous on dit que l'immigration est une chance pour le pays et je pense que c'est important. Et ensuite, pour les petites phrases sur les socialistes au Parlement européen. Eh bien, oui, effectivement, on est un grand groupe, il y a des pays différents, il y a des politiques différentes, mais les socialistes européens, les socialistes français, ils ont toujours été clairs. Et ils n'ont pas voté ce pacte asile-immigration à l'échelle européenne, tout comme ils n'ont pas voté la loi injuste asile et immigration qui a été construite en France. Et je le dis encore une fois, on voit la recherche, et c'est même plus du compromis avec LR que vous voyez, c'est la compromission que vous avez avec les idées du Rassemblement national. Je vous ai pas coupé, vous avez parlé hyper longuement. Je n'ai pas coupé. La compromission que vous avez eue avec les idées du Rassemblement national, en reprenant cette idée de préférence nationale que heureusement le Conseil constitutionnel a fini par invalider, mais heureusement que la Constitution française est bien faite. Et donc je dis, en refaisant ça, vous êtes compromis avec l'extrême droite et ça vous disqualifie aussi sur ce débat-là. Je pense qu'à l'extrême droite, ils ont une vision claire sur l'immigration. Ils n'en veulent pas. Ils veulent la réduire drastiquement. Ils disent que c'est pas une chance, ils disent que ça pourrit la France. Nous, on pense que c'est une opportunité et c'est une chance pour notre pays. Et donc, mais que pour cela, effectivement, il faut sortir du chaos aujourd'hui. Et les Français, ce qu'ils veulent pas, c'est pas de migrants, c'est sortir de la désorganisation complète, du chaos, des frontières embouteillées, de la misère sociale qui s'accumule à Menton et dans les gares. Parce que les Français, je crois que ça leur fait pas plaisir de voir des gens dans la misère la plus sociale souffrir, des gens dormir dans des tentes, des gens qui n'ont pas à manger. Et je pense que c'est ça le vrai sujet aujourd'hui de l'immigration. Et donc voilà, nous on propose une vision claire et je pense qu'aujourd'hui on est d'ailleurs les seuls à proposer une vision claire et humaniste sur ce sujet. Pardon, je me permettais de t'interrompre parce que ça me paraissait important. Vraiment en 10 secondes. En 10 secondes. Vous ne l'avez pas voté au Parlement européen, vous l'avez travaillé pendant 5 ans. Ce pacte asile et immigration, vous en êtes les fondateurs. Vous en êtes ceux avec le groupe centriste et le groupe de droite. On travaille au Parlement européen, on n'est pas Bardella, nous on y va. D'accord, donc la proposition à laquelle vous vous opposez, vous avez voté. C'est-à-dire que la solidarité obligatoire, vous l'avez travaillé. Il y a énormément de choses sur lesquelles vous vous êtes opposés. L'augmentation des budgets de Frontex, ça a été quelque chose qui a été travaillé en commission et proposé par Raphaël Glucksmann. Quasiment tout le pacte asile et migration, il a été travaillé main dans la main entre les trois groupes. Mais c'est important de le dire, parce que c'est une posture électoraliste à quelques semaines des élections de ne pas le voter. Oui, mais bien sûr. Mais pourquoi vous y avez travaillé et pas le voter alors? Pourquoi on l'a pas voté? Parce qu'on est contre. Mais vous l'avez travaillé. Vous êtes contre quelque chose sur laquelle vous avez travaillé pendant 5 ans. Le principe des parlementaires, c'est que oui, ils travaillent les textes de loi, ils essaient de les faire changer de l'intérieur, et s'ils n'y arrivent pas, ils votent contre. Voilà ce qui s'est passé. Sur la majorité des textes, en fait, c'est pas un travail d'opposition comme on le fait à l'Assemblée nationale quand on est opposé à un texte. D'accord, un travail de construction, un texte de construction. Raphaël Glucksmann a dit mot pour mot dans les dernières commissions, avant le vote en plénière, il a dit clairement ce pacte asile et migration a été issu du travail des députés socialistes. Il a dit que ce sera votre point de bilan. Votre point de bilan parce que vous en êtes l'initiateur avec nous, avec le groupe de droite. Mais dans ce cas-là, réjouissons-nous que le programme sur la question de l'immigration du nouveau Front populaire aille plus loin et soit plus humaniste encore que les propositions de Raphaël Glucksmann qu'il a pu travailler à ce moment-là. Dans ce cas-là, réjouissons-nous tous ensemble de ça. Moi, je parle de la forme, et c'est important aussi en politique. C'est que je pense que c'est pas ce qui intéresse le plus les gens qui nous regardent. Les électeurs, c'est quand même important pour eux de savoir que quelques semaines avant les élections, ils ont voté contre un truc sur lequel ils ont travaillé et ils l'ont construit pierre par pierre. C'est important. Je finis là-dessus, mais c'est important de le dire quand même. Si je peux répondre, il y a un absent du débat sur l'immigration, c'est le peuple français. Parce que je crois que si on est attaché aux valeurs démocratiques, la démocratie, c'est d'abord le peuple, ce que veut le peuple et ce sur quoi s'exprime le peuple sur tout un tas de sujets. Or, en l'occurrence, depuis
en tout cas les premiers sondages, enquêtes d'opinion sur les questions de l'immigration, je crois que les premiers remontent au moins à 40-50 ans, il y a eu systématiquement en permanence, il n'y a aucune exception, les Français se prononcent majoritairement pour une politique migratoire beaucoup plus ferme. Les Que ce sondages, soit sur c'est le l'immigration peuple. légale ou bien sûr illégale, où là, c'est même dans les électorats de gauche, on atteint des scores presque 80% de gens qui veulent beaucoup moins d'immigration illégale et un renforcement des dispositifs, bien sûr, pour la contrôler. Or, aujourd'hui, les différentes propositions qu'on entend, alors là, je vous invite à aller voir le programme Nouveau Front Populaire sur l'immigration, c'est absolument Bonne lecture. hallucinant et je crois que les Français sont en opposition sur chacun des points qu'ils défendent et parmi même leurs électeurs parce que les enquêtes d'opinion montrent que bien sûr la question de l'opposition à la politique migratoire actuelle elle est transpartisane et elle traverse aussi bien la droite que la gauche parce qu'aujourd'hui les propositions qu'ils ont sur le sujet, c'est-à-dire en fait il y a un accueil inconditionnel parce que vous parlez de voie légale mais quelle serait la limite en termes de chiffres, j'imagine que vous avez peut-être bien une idée d'une limite, ou alors est-ce qu'il y a une possibilité inconditionnelle en France pour que à la fois notre modèle social, notre État-providence puisse supporter combien de millions de personnes ? J'aurais une question, combien de millions de personnes par exemple chaque année, ce serait dans votre vision de l'immigration ? Parce qu'aujourd'hui l'immigration, il y a bien sûr un impact sur les comptes publics, mais il y a un impact aussi sur la sécurité des Français, puisque aujourd'hui toutes les statistiques le montrent, officielles du ministère de l'Intérieur, il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance et la criminalité en France. Par exemple, c'est 25% des places de prison en France sont occupées par des étrangers. C'est-à-dire, on peut essayer d'expliquer, c'est des statistiques officielles. Ensuite, si quelqu'un a d'autres informations que les statistiques officielles, moi je les veux bien, j'en dispose pas. Ensuite, il y a évidemment aussi des conséquences culturelles. Si aujourd'hui, il y a une grande partie de certains quartiers, certaines villes, certains territoires entiers en France, où il y a un autre... je suis en train de m'exprimer, je peux terminer, où il y a notamment une grande progression du communautarisme islamique, c'est en conséquence de la politique migratoire trop importante. Est-ce que vous pouvez étayer votre propos parce que je pense qu'on ne comprend pas trop et les gens qui nous suivent vont pas trop comprendre non plus. Parfaitement. Oui, quand il y a des contestations sur notamment la laïcité, sur les questions dans l'espace public, quand il y a des revendications communautaristes pour avoir des horaires de piscine séparés pour les hommes et les femmes. Mais je suis en train de vous expliquer que c'est des contestations qui sont liées à une remise en cause de nos principes de laïcité. Est-ce que la gauche a abandonné la laïcité pour ne pas comprendre ? Donnez-nous la définition de la laïcité. Je prends un exemple très concret. Je veux juste rappeler que la laïcité, c'est avant tout une loi de liberté. Et en fait, je pense à ce débat sur la laïcité, il illustre bien la conception que se fait le RN de la société. Le RN voudrait mettre sur les religions, sur l'identité des gens, un tabou, un repli sur soi et une haine, une division. La laïcité, dans l'esprit de la loi de 1905, c'est une loi de liberté. C'est la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire. Et donc, par extension, c'est la liberté pour chacun et chacune d'avoir la liberté donc de pratiquer sa religion, comme on lui semble dans l'espace privé, comme dans l'espace public. Et ce que voudrait... Et si, c'est ça la définition. Vous tordez la réalité, parce que l'extrême droite a un gros problème avec la réalité, et ils essayent d'imposer leur vision fantasmée de la réalité, qui serait une France où chacun aurait honte de sa religion. Alors les juifs et les musulmans ne devraient pas porter ni de kippa, ni de voile dans la rue. Il faudrait que la religion, ça soit très bien, mais chez soi, et dans la rue, on n'aurait pas le droit d'avoir cette liberté de conscience qui est pourtant fondamentale. Le RN veut surtout pas entendre parler de la religion des gens. Le RN veut, l'extrême droite veut imposer ce tabou et cette honte de la religion. Alors que ce que dit la République, c'est qu'elle accueille chacun et qu'elle garantit à chacun cette liberté de croire ou ne pas croire. Et je crois que ce débat donc illustre bien le gros problème qu'a l'extrême droite avec la cité française, c'est qu'elle veut diviser les gens. Elle veut créer un tabou, elle veut créer de la honte, alors qu'il faudrait être fier en fait. La République dit, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre orientation sexuelle, quelle que soit votre religion, quel que soit ce qui vous définit, vous êtes libres et égaux en droit. Et ce que le RN voudrait, c'est dire, en fait, ce qui vous caractérise, eh bien, à la fois, vous devez en avoir honte, mais surtout, on va vous trier sur ces critères-là. Ces derniers jours, quand il y a eu la dissolution, il y a eu des témoignages horribles de gens qui ont eu par des militants d'extrême droite des propos du style « Dans 3 semaines, on pourra aller vous tabasser ». Attends, dans le chat, Jérém, il faut que tu interviennes un peu. Super Pampy, la charia n'est pas mise en œuvre dans des villes anglaises, américaines ou irlandaises, c'est pas vrai, je dis des bêtises. Je veux juste rappeler ça. Pardon. Depuis quelques jours, quand certains fantasment l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, il y a eu des attaques mais désastreuses et horribles où des gens disaient « Vous inquiétez pas, dans 2-3 semaines, quand l'extrême droite sera au pouvoir, on pourra s'attaquer à vous pour votre orientation sexuelle, pour votre religion, pour votre couleur de peau. » Il y a ce fantasme de dire « Quand l'extrême droite sera au pouvoir, on pourra déchaîner la violence sur des critères tels que la couleur de peau, la religion, l'orientation sexuelle. » L'extrême droite au pouvoir, c'est de la violence et c'est une menace très concrète et très directe pour des dizaines de millions de personnes en France sur des critères qui font que chacun, oui, en France, et la République le garantit, est libre d'exister et de pouvoir vivre dignement. Mais l'extrême droite au pouvoir,
pouvoir menacera cela directement et menacera nos libertés à la fois individuelles et collectives. Et ça, il faut en avoir conscience. Le nouveau Front populaire, c'est pas une NUPES 2.0, non, c'est une alliance historique face à un risque lui aussi historique de voir l'extrême droite de nouveau au pouvoir, parce que certains disent l'extrême droite n'a jamais été au pouvoir, l'extrême droite a été au pouvoir dans les années 40 en France. On ne veut pas d'extrême droite de nouveau en pouvoir. On l'a vu en Europe, on l'a vu en Amérique du Sud aussi, on l'a vu dans de nombreux pays, l'extrême droite au pouvoir, c'est une arnaque sociale pour les pauvres, mais par contre c'est du racisme, de la xénophobie, de la haine, des mesures anti-immigration et surtout une menace pour les libertés publiques et collectives. Je finirai là-dessus en disant qu'une des mesures phares du RN, c'est par exemple de privatiser l'audiovisuel public, c'est d'aller toujours plus loin dans la censure sur la liberté d'expression. Vous avez un problème avec la vérité, vous ne voulez pas que les journalistes fassent leur travail, vous ne voulez pas que les gens puissent s'exprimer librement, vous voulez avoir votre vision tordue de la réalité. Et donc l'extrême droite, oui, c'est très directement une menace pour des millions de personnes en France. Il faut se mobiliser pour éviter cela, et il faut se mobiliser en votant avec un seul bulletin de vote le 30 juin et le 7 juillet. Bon. C'est le nouveau Front populaire. Une fois que le meeting est fini, on peut peut-être débattre, parce que déjà en plus là c'est complètement contradictoire. En quoi le fait de ne pas être payé par l'État fait que l'information n'est pas libre? Là j'ai pas compris le lien, mais il faudra m'expliquer. La privatisation, le fait de ne pas dépendre de l'État. CNews, apparemment vous êtes très bon client de CNews, de Europe 1. Donc en fait tous les journalistes qui ne bossent pas dans le service public ne sont pas indépendants, c'est ce que en fait quand on a des milliardaires qui ont comme projet idéologique de faire des médias les porte-parole de l'extrême droite, oui c'est un problème. Non mais c'est contradictoire, c'est une vision très biaisée de l'information de dire que si elle ne dépend pas de l'État, elle ne serait pas indépendante. Donc Mediapart par exemple, ils sont pas indépendants. Financés par leurs téléspectateurs. Oui, pas par l'État. Mais oui, pas par des intérêts privés. Il faut c'est ce que je veux. Donc là, vous venez de démontrer que c'est pas le fait d'être un service public qui assure l'indépendance. Donc ça, c'est faux. Je vous invite juste à lire le rapport sur la TNT, juste qui est sorti il y a quelques semaines, parce que je pense que c'est un peu sur le sujet. On parlait de laïcité, si on peut y revenir. Ouais, mais juste sur ça. Du coup, je t'invite à le lire. C'est très intéressant. Si vous souhaitez, mais en fin de stream. Oui, parce qu'on devait puisque nous sommes sur service public et que je suis salarié. Et ça a dérivé sur un meeting pour appeler à voter contre l'extrême droite. Bon, ma foi, pourquoi pas. Ça fait partie du jeu, mais on peut peut-être plutôt échanger sur ce qui était prévu. Alors la laïcité, je ne sais pas d'où vient cette définition, mais c'est pas qu'une question. Non, qu'est-ce que ça dit aussi? C'est très simple, c'est que le principe de la laïcité, c'est que la loi religieuse s'oppose pas à la loi civile. Ça, c'est quand même le principe fondamental de la laïcité, c'est la séparation du pouvoir religieux et du pouvoir politique. C'est de dire que la cité et les citoyens, c'est pas la même chose qu'en effet une foi et une communauté des croyants. Donc ça, c'est quand même le principe fondamental. Or, alors là, j'ai donné un exemple très concret où juste à la fin, je sais pas si on était encore en live, donc on va pouvoir en parler. Par exemple, si certaines personnes revendiquent dans les piscines d'avoir des horaires séparés parce qu'elles estiment qu'elles ne veulent pas, par exemple, s'afficher à certains hommes et de pouvoir porter des tenues religieuses qui couvrent ce qu'ils appellent des tenues pudiques, mais qui sont des tenues islamistes. Quelle est la position, par exemple, votre position sur ce sujet? Est-ce qu'on fait des horaires séparés ou non? Par contre, on peut avoir une légalisation du burkini, parce que le burkini, c'est la liberté pour chacune et chacun, en l'occurrence de chacune, d'avoir un maillot de bain qui respecte les seules règles qui comptent dans une piscine municipale, c'est les règles d'hygiène et de sécurité. Donc garantir à chacun la liberté, non, pas d'horaires séparés. Par contre, la liberté de chacun et de chacune dans l'espace public, que ce soit dans la rue, sur la place publique, que ce soit dans une piscine, de pratiquer sa religion comme bon lui semble, c'est ce que garantit la République. Et apparemment, votre projet est c'est un premier progrès déjà, parce que toute la gauche n'est pas au point sur cette question. Certains ils sont tout à fait favorables à des accommodements raisonnables avec certaines revendications islamistes. Et par exemple, sur le port du voile, à l'école. Des accusations très graves sur l'islamisme. Sur quoi alors, si vous voulez intervenir sur le débat de la laïcité, pourquoi il faudrait être défavorable au port du voile à l'école, notamment chez les élèves? Qu'est-ce qui motive cette décision? Puis-je Je peux? Oui, mais c'est une question parce que nous on est absolument favorable le fait de ne pas porter le voile à l'école ou au collège. Mais j'aimerais bien entendre la gauche. Pourquoi vous êtes favorable au fait qu'on ne porte pas le voile à l'école et au collège? Sur quoi vous vous basez? Sur quoi on se base pour ça? Mais moi, je peux répondre parce que je crois que vous êtes conseiller régional et donc vous n'avez pas forcément l'habitude de gérer des collectivités. Moi, je suis élu dans une majorité municipale. Je sais ce que c'est que de confronter la laïcité au réel, notamment dans les villes populaires et notamment dans les villes où on doit favoriser le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'une ville populaire? Une ville populaire, une ville où il y a des gens de catégorie défavorisée, une ville où il y a des gens parce que populaire, tout le monde appartient au peuple, donc c'est pas très clair. Une ville populaire une ville avec des gens plus pauvres, une ville où il y a moins de moyens, une ville de banlieue si vous voulez. Moi, j'ai pas honte de là où je suis. Et donc, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce
on défend aussi une école libre. En fait, la laïcité, c'est le droit à tout le monde de croire ce qu'il veut, et c'est aussi le droit à garantir à tout le monde les mêmes chances dans la vie et la même éducation. Et nous, la gauche, en fait, on est très clair sur ce sujet-là depuis toujours. On a envie que quelle que soit leur croyance, Aïssata, Léo, Stéphane, Paul, ils puissent avoir la même éducation, les mêmes chances, aller ensemble à la piscine, apprendre ensemble à nager, grandir ensemble, pourquoi pas sortir ensemble, apprendre à s'aimer au-delà de leur origine, de leur religion. Non, j'avais pas fini. À l'école, il n'y a pas le voile. Mais non, à l'école, il n'y a pas le voile. Et donc, ça a été un progrès social de faire l'interdiction du voile à l'école. Mais pardon, mais c'est 1905 en fait. Ça. Mais non, c'est 2004. C'est la loi de 1905. Mais non, c'est 2004. Et le 2004 est une exception qui reprécise 2004 d'interdire le voile à l'école. Ça n'était pas le cas avant 2004. Oui, c'est une bonne chose de ne pas avoir le voile à l'école. Vous voyez que donc, des propositions par contre, ce que je vous dis, qui visent votre question absurde, en fait, votre raisonnement par absurde, qui je vous dis. Et si je vous dis, est-ce que c'est une bonne chose d'interdire les pantacours à l'école? Mais quel rapport? C'est pas une revendication religieuse. C'est votre position en fait. Vous ne pouvez pas venir interloquer une partie du débat public et dire est-ce que vous êtes pour ou contre alors que les positions sont connues. Vous cherchez à créer du clivage là où il n'y en a pas, parce qu'en réalité ce que vous cherchez à justifier, c'est à expliquer d'une certaine manière que nous à gauche, le camp qui a défendu la laïcité, le camp qui a défendu Dreyfus, nous serions de ceux qui ne sont pas clairs sur la laïcité. Alors qu'en réalité, qui a des accointances, qui est pour le financement des lycées privés, des lycées donc religieux, qui, l'extrême droite et la droite, qui a lutté contre les financements des lycées privés et qui favorise les écoles publiques, la gauche. En fait, en réalité, vous êtes deux façades contre les religions, mais surtout contre une religion. Et au fond, quand vous exercez vos responsabilités, vous n'avez aucun problème à financer les cultes. Il y en a un qui vous dérange un peu plus. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres pressions aujourd'hui religieuses que la pression de l'idéologie islamiste au niveau des religions? Mais tous les intégrismes sont mauvais. Tous les intégrismes religieux sont mauvais et néfastes à la société. La gauche, c'est le camp des Lumières. C'est celui qui dit que quels que soient les intégrismes religieux, qu'ils soient islamistes, nous sommes contre l'islamisme politique, contre l'islamisme radical. Nous sommes contre le catholicisme intégriste et radical. Et nous le sommes, et nous agissons au quotidien dans les collectivités gérées par la gauche, dans les régions, dans les départements. Et nos députés défendent cette vision de la laïcité. Je vous donne un exemple très concret, c'est par exemple une de vos candidates. Alors par exemple, pour la France Insoumise, j'ai une question. La candidate investie dans la 6e circo de Seine-et-Marne, qui s'appelle Amal Bentounsi. Est-ce qu'elle a le droit d'être investie si vous respectez la laïcité et si vous êtes très clair sur la laïcité, en ayant dit on ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande? Ça a été débunké aujourd'hui, elle a fait un communiqué, monsieur. Bien sûr, j'ai la source. Mais elle a débunké aujourd'hui dans un communiqué très clair. On peut le lire d'ailleurs si ça vous intéresse. Ça a été très clair. Donc cette personne est investie? Mais bien sûr que oui, elle est investie. On en est très fiers. Est-ce que vous voulez qu'on lise son communiqué? Vous êtes très fier de ses propos? Oui, je suis très fière de son investiture et de son combat qu'elle mène depuis des années. Non, monsieur, mais je pense que vous n'avez pas assez scrollé Twitter ces dernières heures. Elle a démenti dans un communiqué. Notre police assassine. Et dans le chat, restez courtois et poli. C'est faux ce que vous dites. Non, bien sûr que non. C'est faux. Je crois que c'est dommage, mais c'est faux. On est très fiers vraiment. Et vous êtes très fiers d'avoir défilé avec le CCIF dans les rues, le collectif contre l'islamophobie, qui est un collectif islamiste qui a fait l'objet d'une procédure de dissolution. On est très fiers à chaque fois de défiler contre toutes les formes de racisme, contre toutes les formes d'islamophobie. On est très fiers d'être là et de tenir bon. Et de tenir bon. Mais monsieur, ce que vous dites, c'est totalement faux. On n'a jamais eu aucun type de compromission avec l'islamisme. À chaque fois qu'on a défilé pour défendre nos compatriotes musulmans, c'est quand ils ont été attaqués en raison de leur religion, monsieur. Faut pas confondre les compatriotes musulmans avec les islamistes du CCIF. C'est ce que vous faites tous les jours. Excusez-moi, le seul moment où la laïcité, ça vous intéresse, c'est pour l'instrumentaliser. Vous parliez de la pression des religions, vous parliez d'homophobie, on a vu tout de même défiler quand même l'intégrisme catholique pendant les débats sur le mariage pour tous. Il m'a semblé qu'on voyait tout de même qu'il y avait une autre part de la population. Ils existent aussi ces gens-là, non? Qu'est-ce qu'on en fait Mais vous m'interrogez sur qui ou quoi ou quel propos de qui? Parce que le fait de s'opposant au mariage pour tous ne faisait pas de vous un homophobe. Sur Civitas, sur la manifestation des membres de votre groupe politique, aux côtés de mouvances catholiques intégristes. En fait, vous êtes les premiers à dire regardez les islamistes, regardez, ils sont là avec les islamistes intégristes. Et vous êtes de toutes les compromissions avec toutes les mouvances catholiques intégristes, notamment celles. Et vous êtes le seul, parti en France à être lié aux attentats, par ailleurs. Enfin, juste. En termes de quoi, là? Oui. Pardon? Bien sûr que si. En termes de financement, le RN est le seul parti. On finance des attentats. Bien sûr que oui. Alors, Zoé, c'est un raccourci un peu hasardeux. Il y a des articles là-dessus, c'est très sourcé, vraiment. Je suis pas en train de dire que monsieur commet des attentats, je ne me permettrai pas. Une affirmation comme ça, je pense que c'est grave. Financer des attentats. Si, je pense que je peux l'assumer. En réalité, il y a eu un élu Rassemblement National qui a été reconnu coupable d'avoir participé au financement et à la
un élu Rassemblement National a été reconnu coupable d'avoir participé au circuit d'approvisionnement des armes pour un projet d'attentat. C'est en effet un élu du Rassemblement National. Il n'y a jamais d'élu du Rassemblement National qui a été... Non, c'est totalement faux. Ce que vous avez dit juste avant est très grave et je pense qu'il y aura des poursuites. Vous vous intéressez à la laïcité, c'est pour l'instrumentaliser. Et en fait, quand vous regardez de façon... Ça vous intéresse pas la laïcité? Vous parlez de Claude Herman, bon, c'est un cas très à part. Oui, c'est un cas à part, mais qui mérite d'être souligné quand même. Bien sûr moi, que je vous prie de retirer vos à... propos, sinon il y aura des poursuites. C'est pas possible d'avoir affirmé quelque chose comme ça. Je les retirerai pas. Très bien. Non, mais Claude Herman était identitaire, effectivement, et effectivement a fourni de manière diluée des armes à Monsieur Koulibaly. Voilà, donc je ne retirerai pas mes propos. Mais voilà, vous avez le droit de dire qu'il n'a aucun rapport avec le RN. Vous parlez d'un identitaire. Zoé, vous ne pouvez pas dire que c'est le RN qui directement finance des attentats. Non, le RN finance indirectement, effectivement, et le seul groupe qui est lié à certains attentats. Par ailleurs... Est-ce que vous légitimez des attentats? Non, nous, on n'a jamais légitimé aucun attentat, s'il vous plaît. Le 7 octobre, par exemple. Non, par ailleurs, juste, vous délirez complètement sur notre rapport à la laïcité et aux musulmans dans ce pays. Je voudrais quand même dire que quand les musulmans sont interrogés sur le sujet de la laïcité, vous savez comment ils répondent? Ils répondent exactement de la même façon que tous les Français, c'est-à-dire un attachement au principe de la laïcité. Comme nous tous ici, et c'est ce qu'on défend. Quel sondage, quelle enquête d'opinion? Je pense que vous pouvez en retrouver plein en ligne. Oui, parce qu'elles sont plutôt très inquiétantes, justement. Non, elles sont pas inquiétantes, mais je pense que vous délirez sur la question de cette laïcité. On s'éloigne un petit peu de la promesse qu'on avait faite à nos viewers, qui était un petit peu de connaître vos positions respectives. Soutien à la laïcité totale et à la liberté de conscience. Je pense que sur la laïcité, je pense que les gens ont compris et vous n'allez pas tomber d'accord. Et je ne m'attendais pas à ce que vous tombiez d'accord. Peut-être qu'on peut parler d'environnement, et puis d'industrie, et puis peut-être que là-bas, au fond, vous avez quelque chose à dire. Là-dessus, quel est le programme du Front Populaire là-dessus, et quel est le programme de nos amis macronistes, et puis peut-être quel est le programme que défend le Rassemblement National sur la préservation de l'environnement, et puis sur la réindustrialisation qui est chère à vos trois formations, mais avec des propositions qui sont fort différentes. C'est assez simple, je crois que le RN c'est le néant, les macronistes c'est l'inaction climatique, et le nouveau Front Populaire c'est la planification écologique. Je pense que c'est un bon résumé. Dans les mesures d'urgence qu'il y aura dès l'arrivée du nouveau Front Populaire au pouvoir le 8 juillet, il y aura des moratoires sur à la fois les méga-bassines, ces projets de méga-bassines qui sont complètement aberrants, mais aussi sur des projets autoroutiers comme l'A69. Et ce qui est prévu dans le programme du nouveau Front Populaire, c'est détaillé point par point, c'est que dans les grandes réformes et dans les grandes lois qu'il y aura notamment à l'automne, il y aura une grande loi climat. Parce qu'il faut bien sûr avoir une grande loi climat pour la planification écologique. Ça passe par mille choses. En fait, on voit que les trois premières dépenses des Françaises et des Français, c'est alimentation, transport et logement, ce sont aussi ces trois critères sur lesquels on peut agir. Comment on rénove on fait la rénovation thermique des logements pour que les gens arrêtent d'avoir trop chaud l'été ou trop froid l'hiver. Ça, c'est un coût qui est conséquent, mais ça a un impact positif à la fois sur le porte-monnaie, mais aussi sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur les transports, comment on développe beaucoup plus de transports en commun, par exemple, comment on développe des alternatives beaucoup plus vertes et moins dépendantes à la voiture. Bon, ça, c'est plus facile à dire dans les grandes villes qu'en campagne, mais il y a plein de possibilités d'agir pour que les gens puissent ne pas dépenser beaucoup trop sur les transports. Ça passe par la gratuité des transports, par exemple, dans certaines collectivités. Sur l'alimentation, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les blocages des prix. Le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Et ce blocage des prix, il faut aussi qu'il ait un impact positif sur les petits producteurs. En fait, on veut relocaliser l'agriculture française, on veut aussi qu'elle soit moins carnée, qu'elle soit davantage bio et plus locale. On veut arrêter ces accords libre-échange qui ont été permis grâce aux macronistes, qui ont malheureusement permis une concurrence déloyale entre les producteurs français et ceux d'autres pays. Donc en fait, il faut relocaliser notamment l'agriculture, mieux rémunérer les agriculteurs et avoir donc une alimentation de qualité qui rémunère justement les agriculteurs, qui soit davantage bio, moins carné, mais surtout qui soit plus accessible pour les Français. Et donc en fait, en résumé, pour le nouveau Front Populaire, il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Les deux vont de pair. Il y a une question dans le chat qui est posée depuis tout à l'heure, il faut que je la pose donc maintenant, sinon après je vais l'oublier. C'est une question de Kemax, salut Kemax, qui vous demande, mais à tous je crois, même si la question est un peu orientée, c'est quel impact aura l'augmentation du SMIC pour les TPE et les PME qui sont majoritaires dans le pays? Qui ici est contre l'augmentation du SMIC? Le Rassemblement National. Le Rassemblement National. En effet, pour les raisons évoquées par... Peut-être que cette question a été posée par quelqu'un de chez vous. La personne qui pose les questions, en effet, parce que
mais l'augmentation auxquels du vont SMIC, répondre, il faut bien savoir déjà que les personnes qui touchent le SMIC aujourd'hui, c'est environ 3 millions de personnes, et c'est 17% des salariés du privé, et c'est 8% des personnes qui travaillent dans l'industrie. Donc il faut bien comprendre que l'augmentation du SMIC, invoquée comme un totem par le nouveau Front populaire, ne concerne absolument pas tous les travailleurs et tous les salariés de ce pays, c'est plutôt une minorité. Ensuite, là où le problème se pose, c'est en effet, dans la vision du nouveau Front populaire, tout patron est un patron du CAC 40. Or, dans la réalité des faits, c'est que l'immense majorité sont des petites et moyennes entreprises, pour qui l'augmentation du SMIC, comme vous le proposez, ce serait un suicide et ce serait la clé sous la porte, quelques jours, quelques semaines après, au maximum. Donc, qu'est-ce qui est bien plus intelligent de faire pour rehausser du pouvoir d'achat et pour donner de meilleurs salaires aux travailleurs français qui les concerneraient tous. C'est pas grand-chose le SMIC, hein, quand même. Le SMIC, c'est pas l'augmenter de 200 € comme ça brutalement pour des entreprises. Ça veut dire aussi les cotisations, j'imagine. C'est pas une augmentation sèche. Il y aura aussi des cotisations sociales et patronales à la charge des entreprises. Donc en fait, ce serait beaucoup plus que simplement 200 €. Et vous êtes contre les cotisations? On est contre. Pourquoi? Parce que déjà, ça touche seulement une partie des travailleurs, et ensuite parce que ce serait un poids total et un boulet pour les petites et moyennes entreprises. Donc notre proposition, elle est différente et elle fait partie des mesures d'urgence qu'on prendrait dès notre accession au pouvoir. C'est celle de dire vous augmentez de 10% les salaires d'entreprise, on exonère sur cette hausse de 10% les charges patronales. C'est-à-dire que ce serait un bénéfice direct de salaire sans que ça pèse sur la trésorerie des entreprises. Notre mesure, elle est bien plus... Alors là, ça coûterait à peu près 9 milliards d'euros. Notre mesure, on la finance, alors là, on peut faire le détail de tous les budgets différents. Il y a des choses à faire on avait parlé tout à l'heure de taxes de super profit indues. Nous, on y est favorable. Il y a également un certain nombre de niches fiscales sur lesquelles je crois qu'il y a aussi de l'argent à aller chercher, notamment chez les armateurs. Il y a aussi toute une partie de notre programme où on met en négociation notre contribution à l'Union européenne. Il y a aussi les questions, nous, sur l'immigration, qui présentent un poids pour notre budget. Donc, il y a tout un tas d'économies qu'on propose. Mais voilà, donc je pense que cette augmentation du SMIC, le fait de dire augmenter les salaires, ça, on y est favorable. Ensuite, il y a deux moyens de le faire. Il y a celui par le SMIC, mais qui pour nous représente... Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, et en l'occurrence, cette mesure entre dans cette catégorie-là. Nous, on préfère une autre mesure qui est plus universelle et qui ne pèsera pas sur la trésorerie des entreprises tout en augmentant de 10% les salaires. Je peux répondre sur cette question. Ouais, je pense que justement là, je me permets de tutoyer encore une fois, tu viens de faire la démonstration totale de l'arnaque sociale du Rassemblement national sur la question des salaires pour les Français. Parce que de fait, déjà en 2022, avec la NUPES, quand on proposait l'augmentation du SMIC, alors à l'époque, je pense que c'était à 1004 ou 1005, je sais plus, on nous criait déjà que c'était impensable pour toutes les entreprises, etc. Il faut savoir que c'est à peu près là où est le SMIC actuellement. Évidemment, ça suffit pas vu l'inflation et vu l'inflation, oui. Ouais, bien sûr que oui. Et d'ailleurs, vous avez voté contre toutes nos propositions pour la limiter davantage. Ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, la hausse du SMIC, c'est une mesure de bon sens, dans la mesure où tu parles des petites entreprises et des moyennes entreprises. Pourquoi elles sont en difficulté? Déjà, il y a l'inflation, on est d'accord, il y a le prix de l'électricité, mais il y a aussi le fait qu'en fait, les Français ne consomment plus, tout simplement parce qu'ils ont la tête sous l'eau. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de salaire, ils n'ont plus rien. Et donc, de fait, si tu augmentes les salaires, ça fait une relance par la demande. C'est vraiment un peu du keynésianisme classique. Non, de fait, non. En parlant d'augmentation de 10% des salaires et pas simplement le SMIC. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Donc la relance de notre économie par la consommation populaire, ça me semble être plutôt une bonne idée, à la fois pour les Français et les Françaises qui ont la tête sous l'eau, et à la fois pour les entreprises qui souhaitent relancer leur activité. Cette mesure, elle est surtout très facilement financée dans la mesure où elle s'accompagne de la mise en place d'une caisse de péréquation. Je ne sais pas si du coup tu as lu dans le programme cette mesure ou pas. Peut-être pas du coup, mais en gros, c'est une caisse qui permet justement de faciliter la mise en place de cette hausse du SMIC pour les petites entreprises via l'égalisation avec les grandes entreprises. C'est magique. Mesure de justice. C'est pas magique, non, ça se met en place. C'est une question de volonté politique, comme beaucoup de nos propositions politiques. Et par ailleurs, tu dis la plupart des personnes ne sont pas au SMIC. Non, mais quand on augmente le SMIC, de fait, après, la hausse des salaires, elle suit. Et surtout, nous, on est pour l'augmentation du SMIC et l'augmentation de tous les salaires, notamment en commençant par son indexation sur l'inflation.
Et je voulais dire une dernière chose, c'est que ce que vous proposez, c'est-à-dire la hausse magique des salaires en baissant les cotisations sociales, c'est tout simplement de l'argent en moins pour les caisses de l'État. C'est après coupé dans les services publics, bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si vous vous privez de retraite, c'est exactement le même mécanisme que la politique macroniste qui a mis les gens dans la galère ces dernières années. Si vous baissez les cotisations, forcément il y aura moins de recettes, donc moins de services. Si, c'est mécanique, monsieur. Et après vous allez couper dans quoi? Dans les services publics. Mais non, mais est-ce que je peux expliquer? Dans l'hôpital, dans l'école. Vous n'avez pas bien entendu. Si, je vous ai bien entendu, et c'est dans votre programme que j'ai lu également. L'exonération de charges patronales, elle se fait sur la hausse de 10%. Pas sur tout le salaire. C'est pas très clair. C'est très clair, si. On augmente les salaires de 10% et il n'y a pas de charges patronales sur cette hausse de 10%. Oui, mais vous devez le financer. Oui. Donc à la fin. Mais enfin, il ne peut pas avoir de perte, de manque à gagner sur une augmentation qui n'existait pas auparavant. C'est incompréhensible. Vous voulez que je la refasse? Non, pas que je la refasse parce que... Non, s'il vous plaît. Vous avez compris alors? Je pense qu'avoir compris que ça n'aidera pas du tout les Français à la fin de l'histoire. Une augmentation de 10%, ça n'aide pas les Français? Mais la hausse des salaires, monsieur. Vraiment, c'est pas compliqué et on peut le faire. Est-ce qu'une hausse de 10% des salaires, vous comprenez? Est-ce que c'est une hausse des salaires? Louis Laredon. On avait les Mozart de la finance avec Emmanuel Macron, mais là je ne sais pas très bien où on va en termes de négociation. Donc oui, il y a le Rassemblement national au pouvoir, vous l'avez compris, c'est donc la baisse des cotisations patronales. C'est une fausse bonne idée. Sur la hausse de 10%. C'est une fausse bonne idée parce qu'à la fin, effectivement, c'est moins de services publics, c'est moins de financement, c'est comment on finance les caisses des retraites. Et en fait, le RN, c'est aussi une arnaque sociale à ce titre, parce qu'en prenant cette augmentation de 10%... pas le béaba de cette mesure... J'ai parfaitement compris la subtilité. On prend les augmentations sur les 10% et tout, mais en fait, à la fin, c'est de l'argent en moins pour les caisses de l'État. Alors que nous, on propose en augmentant le SMIC à 1 600 €, que aussi ces cotisations augmentent, parce qu'il y aura plus de consommation, donc il y aura plus d'argent dans les entreprises, il y aura aussi plus de rentrées dans les caisses de l'État pour financer le service public dont la France a besoin. Parce qu'en fait, on ne peut pas toujours faire plus avec moins. Et en fait, on ne peut pas faire plus de services publics. Les Français ont besoin de plus de services publics avec moins d'argent. Et vous proposez moins d'argent, nous on propose plus d'argent. Et effectivement, 1 600 € l'augmentation du SMIC. Comment imaginer qu'un ouvrier qualifié gagne autant qu'un ouvrier non qualifié? Comment imaginer que le jour où les catégories C d'une entreprise, pour faire parler avec la fonction publique, voient leur salaire augmenter, les catégories B et A ne demandent pas? Non, ça va générer une augmentation globale de tous les salaires, une augmentation du niveau de vie et des revenus en France, et une augmentation de la consommation. Notre projet, c'est une économie plus connectée, plus réelle, qui fonctionne, et elle va profiter aux TPE et aux PME. Et donc c'est ça le concret. Alors que vous, ce que vous proposez au final, c'est il y aura plus d'argent à la fin du mois pour les gens, d'accord, parce qu'il y a 10%, mais il y aura moins d'argent pour le service public, et donc en fait, à la fin, les gens qui auront peut-être vu leur salaire augmenter de 10%, ils auront toujours des écoles aussi mal financées, des services publics qui fonctionnent toujours aussi mal, ils auront toujours autant de mal à aller trouver un médecin, il y aura toujours autant de déserts médicaux, il y aura toujours des universités qui ne forment pas assez de médecins, et donc voilà, c'est ça aussi le projet. On ne peut pas dire que le salaire augmente de 10%, il faut proposer aussi une vision plus globale sur cette question des salaires, du service public, de l'offre, de la qualité de vie qui va être offerte aux Français le 8 juillet. Et ça alors, droit de réponse de Pierre Romain, oui. On retourne à l'écologie parce qu'on en a parlé pendant 1 minute. Précisément, je crois que la mesure là était bien comprise. On peut débattre sur est-ce qu'il faut exonérer sur cette part-là, mais je la réexplique, c'est bien une exonération de charges sur la hausse de 10%, donc ce n'est pas de l'argent qui est perdu. En revanche, ensuite, il y a aussi nos propositions sur la baisse de la TVA. Donc en fait, on rend du pouvoir d'achat bien sûr aux Français, on leur rend du moyen de vivre dignement parce qu'on fait baisser la TVA sur leurs produits de première nécessité et sur l'électricité qui est un poste majeur de dépenses des foyers et des ménages français. Ensuite, vous, là où est votre arnaque sociale, c'est sur l'État-providence et les services publics. Parce que, en effet, vous avez raison, il faut avoir une vision plus globale. Mais alors, comment on va faire fonctionner ces services publics et cette nécessaire solidarité nationale avec une politique migratoire comme vous la proposez? Parce que, évidemment, s'il y a des millions de personnes supplémentaires chaque année, expliquez-moi... Qui vont payer des impôts. Expliquez-moi... Non, pas forcément. Non, si c'est des gens, des immigrants illégaux, ça a été montré par plusieurs chercheurs que l'immigration est favorable en termes économiques. Au niveau des soins, comment ça se passera? Au niveau de l'école, de la surcapacité dans les classes, comment ça se passera? Au niveau de la nécessaire sécurité, comment ça se passera? Donc en fait, vous êtes une arnaque sociale avec votre politique migratoire. Pour qu'on le dise clairement, parce qu'en fait, la gauche, elle n'est pas pour l'immigration illégale. Si on veut dire qu'on veut mettre en place des voies légales, si on dit qu'on veut mettre en place des voies légales d'immigration, c'est aussi pour que les gens ils soient accueillis dignement, mieux, et qu'en fait, à la fin, ils puissent, quand ils arrivent en France, travailler et donc payer des impôts. Et donc nous, ce qu'on propose, en fait, c'est de sortir du chaos actuel. Il y a un chaos actuel sur la question migratoire. Mais vous semez le doute, vous dites il faut fermer tous les robinets, il faut tout couper. Nous, on dit que l'immigration peut être une chance, mais que oui, aujourd'hui, il faut gérer les choses différemment. Il y a 5 millions de chômeurs. Ça ne marche pas. Il y a 5 millions de chômeurs.
on peut peut-être déjà trouver du travail pour les 5 millions de Français qui sont au chômage avant de dire qu'on peut Mais vous peut-être savez, les faire travailler les immigrants. vous savez, les correspondances d'emploi, ça marche pas tout à fait comme ça. Par exemple, dans un territoire comme le mien, par exemple, il y a des emplois libres. Et les gens qui sont sur le territoire, ils prennent pas forcément ces emplois parce que c'est pas forcément ceux qui ont les qualifications nécessaires, les postes, les volontés. Donc en fait, il y a 5 millions de chômeurs. Moi, je suis d'accord, il faut abaisser le chômage. La gauche, c'est aussi la valeur travail. La gauche, c'est celle qui défend les travailleurs, les travailleuses, leur organisation, leur valorisation par le travail. Mais il suffit pas de mettre une équation magique, de dire il y a 5 millions de chômeurs, on vire tous les immigrés, et voilà, il y aura 5 millions de Français qui vont retrouver un boulot. Les choses sont beaucoup plus J'ai pas compliquées dit que ça. Mais vous, il y a 5 millions de chômeurs, vous voulez faire 5 millions d'immigrés en mentir plus. aux électeurs que dire que le 8 Ça en juillet, fera 10. on va mettre tous les immigrés dehors et tout le monde aura du boulot. Et vous risquez finalement d'être un parti, vous aurez fini complètement votre dédiabolisation, vous serez devenu un parti comme les autres, un parti qui ment à ses électeurs. Écoutez, Voilà ce que vous serez. moi, ce que je viens d'entendre, c'est le même discours que Il est tient le 19 MEDEF et le patronat. il est 19h50, C'est il est l'immigration. 19h50. Je me permets de répondre S'il très vous- rapidement s'il avant vous de passer plaît. sur l'écologie quand même. Alors, Parce que- en 10 secondes. En 30 secondes. En 25 secondes. D'abord sur la baisse Et- de la et TVA, après- on voit dans les pays où ça a été fait que ça S'il vous apporte absolument rien parce que Le ça baisse Portugal, pas. ça marche. S'il vous Non, plaît. pas du tout. Ça baisse pas les prix. Et de Rapport l'autre de côté, baisse on de voit la aussi baisse des de connexions sur le centrale sujet de la portugaise. gauche. C'est pas possible de mettre sur un pied d'égalité des grandes entreprises et des TPE, PME. On l'a vu sous Mitterrand. Mitterrand a mis en place ces mesures. 2 ans après, il est obligé de mettre en place le tournant de la rigueur parce que les TPE, PME coulaient, parce qu'il y avait un taux de chômage qui augmentait extrêmement vite. Donc très rapidement, voici sur la question de l'écologie. C'est un peu le saut. Merci pour la transition. Je me doutais que vous alliez la faire. Nous, on prône une écologie concrète, une écologie des solutions. Et en fait, la question, c'est que Bon, est-ce si que on vous fait... poursuivez dans la lancée ou vous allez vers une rupture? Non, on poursuit, Et s'il évidemment. y a une rupture, Je vais pas vous l'apprendre. quelle sera la rupture? Je vous l'apprends Que pas ne qu'on proposent pas, poursuivra. nos On amis poursuivra du dans la Front lancée une Populaire, écologie les amis du Rassemblement mise national. en place au niveau européen avec un pacte vert qu'on a défendu avec d'autres partis évidemment. Parce que si on fait tout en France et rien au niveau européen, ça ne changera rien. On veut mettre en place une politique européenne, on le fait avec comme objectif la neutralité carbone en 2050. On a des résultats aujourd'hui déjà concrets. Depuis qu'on est au pouvoir, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 20%, de 6% par an contre 1% avant sous François Hollande. Et en fait, ça c'est dû à une chose, c'est dû qu'on évolue très rapidement pour atteindre cette neutralité carbone, notamment en matière d'énergie. Si on veut atteindre la neutralité carbone, il faut sortir des transports carbonés, du chauffage au gaz, etc. Pour cela, il y a une agence française qui s'appelle la RTE, une agence de l'énergie publique, qui a sorti 4 scénarios possibles qui démontrent, qui cherchent la meilleure solution pour atteindre cette neutralité carbone. Le seul scénario qui est finançable, qui est réalisable pour atteindre la neutralité carbone dans les délais, c'est celui d'un mix énergétique. On investit et dans les énergies renouvelables et dans le nucléaire. C'est faux. C'est ce que nous faisons, c'est totalement vrai, Octave. C'est ce que nous faisons depuis 2017 en investissant dans les énergies renouvelables et dans le parc nucléaire. En plus, sur la question du nucléaire, c'est un sujet extrêmement important parce qu'on entend énormément de choses fausses là-dessus. Le nucléaire, ça permet d'abord d'avoir de l'énergie très peu chère. C'est la source d'énergie la moins chère qu'on a aujourd'hui en France. C'est la source d'énergie la plus sûre. Et c'est aussi et surtout... C'est contesté. C'est contesté par qui? Par les personnes de gauche. Aucun scientifique aujourd'hui démontre que c'est l'énergie la moins sûre. Au contraire, c'est l'énergie la plus sûre, la moins chère et aussi qui répond à une logique de souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, on a des réacteurs nouvelle génération qui permettent d'avoir un circuit quasiment fermé. C'est-à-dire sans aucun déchet et en important quasiment bien de le découvrir aucune maintenant. uranium. On le découvre maintenant. Vous avez fait J'anticipe. fermer le projet le projet Pas du Astrid, tout. c'est Emmanuel Pas du Macron tout, qui a pas du signé tout, la pas fin du du tout. projet Les Astrid. nouveaux EPR, Mais les nouveaux si. EPR Alors, qui sont attendez, financés, moi, construits j'ai aujourd'hui. envie de Quand savoir. ces EPR, Moi, je suis j'ai pas envie très de au clair. savoir ce que vous proposez vous. Mais nous, Ce que vous proposez vous. ce et qu'on ce que vous proposez vous. ce qu'on C'est tout. propose, c'est d'être sur la lancée de ce que Donc les nous gens faisons vont depuis prendre bien. 2017. Les gens vont Ce voter. que les gens peuvent voir, c'est que les émissions baissent aujourd'hui en Donc vous France. défendez Les le résultats, bilan d'Emmanuel Macron oui, en matière le d'écologie. bilan, c'est 20% d'émissions en moins depuis 2017. Ce bilan, il n'est pas tombé comme ça. Il est dû à une écologie basée sur la croissance verte. Il ne faut pas opposer écologie et économie, par exemple. Il faut une croissance verte. Très concrètement, on parlait des usines de batteries électriques dans le nord de la France. C'est l'exemple parfait qui combine la réindustrialisation de nos territoires où l'industrie est partie il y a 20-30 ans et une logique écologique parce que ça permet d'avoir en France une filière de voitures électriques. Donc vous dites que vous défendez ce bilan et alors qu'est-ce que vous proposez en plus? En 10 secondes. Ce qu'on propose en plus, c'est de continuer là-dessus, Il faut que je donne la d'investir parole à et tout dans le le monde. nucléaire et dans les énergies renouvelables. Et je pense qu'il est C'était important très d'avoir... et On propose d'ailleurs la construction de 8 nouveaux EPR, des EPR qui... répondent à la logique de souveraineté parce que c'est des EPR qui fonctionnent à 98% en circuit fermé.
Et donc je pense que ce sera très intéressant d'avoir un débat sur le nucléaire sur les 6 minutes qui restent. C'est une réponse très claire. Octave. Non mais la vie est belle avec les macronistes, c'est que du coup les EPR ils verront le jour peut-être en 2035, 2040, 2045 et puis d'ici là on fait surtout rien sur l'énergie renouvelable, on aura le temps que toute la planète se réchauffe et qu'on pourra plus se fournir en énergie. Donc c'est génial. Et puis vos chiffres sur la fameuse lutte contre le réchauffement climatique, on connaît très bien des macronistes, ça c'est vraiment des bons écologistes. Vous n'êtes pas d'accord avec leur bilan, qu'est-ce que vous proposez? Non mais en fait leur bilan est aussi dû au fait qu'il y a eu une crise Covid et une inflation et que les gens consomment moins. En fait les chiffres sont faussés. La France était condamnée pour une action climatique il n'y a pas longtemps et tous les articles, les scientifiques montrent que, et tous les scientifiques, mais du GIEC partout. C'est important. Non, mais d'accord. Condamné dans la période 2015-2018. Très bien. Sur 6 mois, on est au pouvoir et 2 ans et demi dans un gouvernement où vous avez fait partie. Vous n'êtes pas d'accord avec le bilan d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que votre formation propose en termes d'écologie pour les gens qui vont voter le 30 juin? Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter dans tous les propos, mais en fait, il faut une vraie planification écologique. Très concrètement. On a chiffré, par exemple, qu'on pouvait, dans cette logique-là, créer jusqu'à 1,5 million d'emplois si on voulait dans la transition écologique. En fait, il faut que l'État reprenne son rôle de leader. En fait, les macronistes, ils veulent faire l'écologie, mais à condition de surtout rien bouger. C'est le néolibéralisme, on n'intervient pas. Donc en fait, on laisse les marchés et le capitalisme qui sont responsables de ce réchauffement climatique parce que personne ne bouge, personne ne fait rien. On attend que les gens trouvent des solutions. Donc c'est la Startup Nation, tout va se trouver des solutions tout seul. Non, l'État et l'Union européenne, bien sûr, mais l'État aussi en France doit reprendre le lead de cette planification écologique décentralisée, pas tout depuis Paris, mais en fait, on doit être moteur et se dire ok, il va falloir créer tant d'emplois dans la transition écologique, il va falloir subventionner et financer telle transition dans tous les secteurs et avoir une action très concrète. Il ne faut pas attendre, comme le fait Macron depuis 7 ans, de dire vous inquiétez pas, l'économie va trouver des solutions tout seul. Non, ça ne marche pas, ça va pas assez vite et tous les scientifiques le disent, la Macronie c'est une inaction climatique, ça ne va pas du tout assez vite. Pardon. Octave, la 69 et le méga-bassine, demande-t-on dans le chat. Et bien, sur le programme du Front Populaire, c'est un moratoire très rapidement, juste au moment où le Front Populaire arrivera au pouvoir, un moratoire sur les méga-bassines et sur la 69. La position des écologistes, qui est partagée, je pense, par beaucoup de militants au Front Populaire, c'est bien sûr que c'est une aberration des méga-bassines, bien sûr que c'est une aberration de la 69, et il faudra très vite stopper ce genre de projet aberrant. Je me permets de répondre parce qu'on entend que depuis 2017, rien n'a été fait. Pardon, on peut voir la situation aujourd'hui par rapport à 2017. On a au niveau européen, un pacte vert qui va répondre à la logique de décarbonisation de l'ensemble de la société européenne. C'est important parce que depuis 2017, tout a été fait. Tout a été fait en matière d'énergie, en matière de rénovation des bâtiments. Il faut continuer. Mais pardon, Octave, tout n'est pas parfait, évidemment, il faut continuer. Mais il faut aller 15 fois plus vite. Mais vous défendez le bilan d'Emmanuel Macron, chacun pourra le retrouver sur Internet. C'est important parce que c'est faux de dire que rien n'a été fait. On parle de la condamnation, mais la condamnation, elle porte sur un mandat où les écologistes ont été au pouvoir. C'est pas le seul argument. Moi, l'argument que je dis, c'est les 20% de baisse. Il faut continuer là-dessus. Le bilan, il existe et il faut continuer parce qu'on est concret. Mais il est mauvais en quoi? Je vous écoute. Mais il est mauvais en quoi? On a quelques années encore. 19h56 et 43 secondes. Il nous reste quelques minutes pour écouter peut-être le programme du Rassemblement National. S'il existe. Je ne doute pas qu'il existe. Que pourrait par exemple nous présenter Pierre-Romain Thionnet en matière d'environnement. Mais très concrètement. Très concrètement, je réponds en 2 points fondamentaux. Juste avant, ça vient de me rappeler une nouvelle arnaque sociale aussi du nouveau Front Populaire. Je l'avais oublié. L'environnement, l'écologie. Oui, ça en fait partie parce qu'ils se réjouissent du pacte vert et du fait qu'on va interdire la vente de voitures thermiques en 2035. Mais l'interdiction, c'est la vente neuve. C'est ce que je viens de dire. Non. Interdiction de la vente de voitures thermiques en 2035. Voiture neuve. C'est important. Oui, et 40% du marché, c'est des voitures d'occasion. Oui, mais je vous mets dans le même lot parce que vous allez devoir aller expliquer ça aux classes populaires, aux Français qui habitent dans des territoires ruraux, qui habitent loin des grandes villes et qui vont devoir se déplacer avec leur voiture thermique pendant encore des années parce que l'achat d'une voiture électrique, c'est hors de prix du budget des ménages français. Et donc ça, moi j'attends que les nouveaux Front Populaires aillent faire campagne pour se vanter. Voilà. Qu'est-ce que le RN Il y a 2 enjeux fondamentaux, je crois, aujourd'hui. C'est celui, en effet, et c'est le cas depuis le milieu du 19e avec la révolution industrielle, c'est la décarbonation de l'économie. Or, aujourd'hui, le meilleur atout pour décarboner notre économie, c'est l'énergie nucléaire. Parce que, en fait, de toute façon, il y a un choix. Donc vous êtes pour le nucléaire. Est-ce que vous comptez, par exemple, comme le proposent nos amis du côté d'Emmanuel Macron, de construire de nouveaux EPR par exemple? À fait, c'est tout à fait favorable. Je ne vais pas rouvrir un nouveau débat avec le représentant d'Emmanuel Macron, puisque il y avait, je crois qu'Emmanuel Macron a fait si vous êtes d'accord sur ce point, il suffit de le dire. On est d'accord sur ce point. Mais c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choix pour l'avenir qui se posent au niveau de l'écologie, de l'industrie, de l'économie en général. Qu'est-ce qui vous différencie? C'est de dire, est-ce qu'on souhaite
qui continue à avoir une croissance, donc davantage de revenus, davantage de richesses, ensuite à redistribuer. Donc il faut faire le choix d'augmenter nos capacités électriques, donc du nucléaire, ou alors on s'oppose au nucléaire et on ne peut pas répondre aux besoins de davantage d'énergie, d'électricité. Et ça, c'est le programme du nouveau Front populaire. Le deuxième enjeu fondamental, c'est aujourd'hui la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la France, c'est ses importations. Donc évidemment que le deuxième gros enjeu, c'est d'importer beaucoup moins. Et là, on va revenir sur la question des accords de libre-échange. C'était davantage une question des élections européennes, mais c'est quand même évidemment une question nationale. Et donc nous sommes opposés à tout nouvel accord de libre-échange. Et là, encore une fois, le pacte vert que la gauche et les macronistes défendent, il prévoyait une réduction de la taille des exploitations agricoles en Europe. Et donc évidemment une hausse des importations parce qu'on ne pourrait pas produire autant. Donc je dénonce doublement l'arnaque écologique et sociale du nouveau Front populaire. Je pense que c'est vous qui êtes une arnaque sociale et écologique. On voit que dès qu'on vous enlève les sujets de l'immigration, de l'islam ou toutes vos lubies xénophobes ou racistes, il reste du vide. Et qu'en fait, sur le reste, c'est vive la croissance, vive le statu quo et on fait rien sur l'écologie. Vous êtes pour la décroissance ? On est pour sortir de cette lubie qui est de dire on voit tout par le prisme de la croissance. Parce qu'en fait, on ne peut pas rester dans un jeu la croissance. Il n'y a pas ce débat-là en fait. C'est pas comme ça qu'on voit. Nous, on est pour l'interventionnisme d'État, c'est du keynésianisme, c'est de la relance par la demande et c'est de dire on fait de la planification écologique. On ne va pas attendre que la croissance et les marchés s'autorégulent et s'autogèrent pour peut-être dans 50 ans trouver une solution pour l'écologie. En fait, on n'est pas, on voit pas, on n'est pas binaire. On voit pas juste croissance décroissance. On est pour voir autrement les choses. Il fallait bien que quelqu'un termine avec le micro à un moment et ça aurait pu être l'un de vous cinq. Je suis navré. Il est 20h, passé de 10 secondes. Vous avez droit à 8 secondes chacun pour le mot de la fin. 8 secondes. Je commence le mot de la fin. Franchement, votez Nouveau Front populaire. C'est Nouveau Front populaire ou Front national avec les mêmes idées que les macronistes. Votez pour nous, votez bien. Très rapidement, le choix qui se fait, c'est que on a la clarification depuis une semaine. D'un côté, le Rassemblement national, il est incapable, il change d'avis tout le temps. La gauche a 300 milliards de programmes. Il faut un projet réaliste dans la continuité. Voilà. Vous êtes trois du Front populaire, je me permets 15 secondes. Oui. Le 30 juin et le 8 juillet, quand vous voterez, tenez tête, faites face. Assumez le rendez-vous que nous avons avec la grande histoire, votez pour le nouveau Front populaire et empêchez l'extrême droite d'accéder au pouvoir. 8 secondes. Pas très simple, le macronisme est mort, il y a deux solutions, soit le Rassemblement national, c'est le repli sur soi identitaire, nationaliste, la xénophobie, le racisme, la haine, soit le nouveau Front populaire, il faut voter pour le nouveau Front populaire le 30 juin et le 7 juillet, seule solution. Et 8 dernières secondes. J'invite tous ceux qui nous écoutent, et notamment les jeunes, à poursuivre la vague d'espoir qui a été soulevée dimanche dernier au résultat des élections européennes, qui a porté Jordan Bardella loin en tête à ces élections. Il y a l'occasion historique de le faire accéder à Matignon et d'avoir un gouvernement Rassemblement national et plus élargi, gouvernement d'union nationale. Donc le 30 juin prochain et le 7 juillet, votez évidemment Bardella et Rassemblement national. Allez, 20h01, passé de 37 secondes. Merci à tous les 5 d'avoir répondu aux questions du chat, d'avoir répondu à les miennes, d'avoir débattu d'une manière relativement courtoise et je vous en remercie. Vous avez été très nombreux dans le chat à nous suivre. Alors je m'en félicite évidemment. Il y avait beaucoup de gens qui représentaient aussi les formations politiques, des gens qui étaient invités là et ça s'est vu dans le chat. C'était compliqué pour Jérémy de tout modérer puisque vous êtes beaucoup plus nombreux que d'habitude. Il me semble que ça n'était pas malhonnête cependant. Merci évidemment de continuer à nous suivre. Merci pour vos coups de gueule, pour vos sympathies. Merci aussi bien sûr à ma droite à Cyril à la réal. Merci à Steph Verlu au visuel, au 4e. Merci à Jérémy à la modé qui a eu beaucoup de boulot aujourd'hui. Merci à Joey, bien sûr, à la programmation. Il n'y aura pas de stream demain. On a un peu changé les programmes pour s'adapter à l'actu des législatives. Enfin, un peu au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve donc jeudi soir, comme d'habitude, 18h, 20h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut, à jeudi.